Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ce soir, c'est pas que Maxime, c'est Maxime et Kylian, parce que Ouais. il est à mes côtés. Salut Kylian. Salut les gars, effectivement, on a traversé le pays pour être ici, pour voir un méga match de foot hier. Non, on a pas vu un super match. Mais oui, bonsoir tout le monde. Salut Vincent, salut Franck. Et on a aussi, salut Franck. Salut les amis. Et on a aussi, salut Vincent. Salut Max, salut Kylian, salut Franck, salut à tous. Voilà, donc petite trois caméras, mais au final, on est quand même quatre. Donc voilà, Kylian m'a rejoint pour faire le déplacement à Bergame qu'on a vécu hier soir. Et puis on partira dès demain dans l'Est pour rejoindre notre ami Franck et faire le déplacement contre le Bayern Munich. Donc on verra le résultat de ce week-end, mais on va déjà partir sur le résultat qu'on a vécu hier soir. Donc, bon, on a fait programme léger. On va dire qu'on a envie de parler sans plus parler au vu de ce qui s'est passé. Donc, on va vous expliquer un peu notre déplacement, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu et comment ça s'est passé. Et on parlera du match. On vous laissera plus Franck et Vincent parler, parce que c'est vrai qu'on le dit toujours, vu du stade, on a une autre vision. Et on finira avec le prochain adversaire qui est le classiqueur contre le Bayern Munich, Top Spiel, qui nous attend samedi à 18h30. Donc voilà un peu le petit programme léger. Écoute, Kylian, peut-être je te laisse la parole sur le déplacement pour nous expliquer un peu ce qu'on a vécu. Et puis je pense que les autoroutes italiennes, c'est ta grande passion maintenant. Mais on est parti à 7h30. D'ici, donc de Monaco. Et puis on est arrivé à Bergame à 11h30 en fait, un petit peu avant 11h30. On s'est partagé la route, ouais, on a fait 2 heures à peu près. La route allée s'est très bien passée. Franchement, la route allée s'est super bien passée. On a vu le lever du soleil et tout sur l'Italie, sur la Méditerranée, avant de s'enfoncer un peu dans les terres. Donc voilà, Gênes, Milan, avant d'arriver donc à Bergame. Alors s'il faut être complètement honnête, le Piémont et la Lombardie, c'est pas très beau, quoi. Non. C'est pas vraiment joli. Voilà. J'ai travaillé pour une agence de tourisme norvégienne pour vous vendre Bodø. Le Piémont, la Lombardie, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus beau. Sans doute que le sud du pays est plus joli, bien sûr, mais c'est très très industriel et puis tout est en travaux de toute façon. Mais donc voilà, au bout d'un peu moins de 4 heures, on arrive à Bergame. On se gare donc à la gare, puisqu'en fait, la fan zone du club était pas loin de la gare en fait de Bergame. Et en fait, l'idée un peu de la ville, c'était de tous nous rassembler dans cette fan zone pour après nous récupérer en navette, nous emmener au stade qui était à peu près 2 km de la gare. Et puis chemin retour après le match, c'était ça l'idée. Donc avec Max, on s'est mis en neutre, vraiment en civil, pour se balader en fait dans la ville, parce que jusqu'à 15h, on avait du temps devant nous, on voulait pas s'enfermer dans la fan zone parce qu'il y avait rien. La fan zone était vraiment, vraiment très petite. Il y avait un stand de bière et des barquettes de frites à 5 euros. C'est tout. Ouais, c'est tout. Après, les ultras n'étaient pas là et tout, donc forcément, ça joue sur l'ambiance qu'il peut y avoir. Et un DJ qui passait de la très mauvaise musique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est direct à la boutique, c'est le premier truc qu'on a fait. La boutique, très jolie boutique de l'Atalanta. Pas immense, mais franchement, hyper bien éclairé, hyper propre, préparé évidemment sur mesure pour le match. Où il y a la photo du maillot de De Ketelaar, Ouais, c'est ça là. qui est signé par le joueur et qui vendent donc 150 balles. Et il y a plein de joueurs. Ça, c'est la première fois que je voyais ça, moi, personnellement, dans une boutique officielle. Tu peux acheter un maillot dédicacé, signature authentique et tout. Donc ça, c'était assez fou, honnêtement. La boutique était jolie. On a récupéré nos écharpes sur place. Et puis après on est allé manger dans une pizzeria qui était dans l'avenue principale. Les pizzas qui faisaient, mais elles faisaient un demi-mètre de diamètre. Et pour rien, parce que c'était combien la pizza? C'était 10 euros. Ouais, 10, c'est ça. Ouais. 10 euros la margarita. Et ça, c'était absolument délicieux. Et puis une fois qu'on a quitté cet endroit-là, on s'est baladé un petit peu dans Bergame. Et c'est là où moi j'ai ma première vraie déception. C'est que je m'attendais à une ville qui était préparée vraiment format XXL pour un barrage retour de Ligue des Champions, quoi. Avec peut-être, je sais pas, de la musique
de la musique dans la ville ou des marches de fans de l'Atalanta. Parce qu'en réalité, on a plus vu des mecs de Dortmund dans les rues que des mecs de l'Atalanta. Alors Maxime me disait, oui, ils travaillent et tout, certainement, mais les mecs de Dortmund aussi, ils devaient sans doute travailler et pourtant ils étaient là quand même. C'était une ville où en fait on avait l'impression que tout le monde s'en battait un peu les couilles en fait du match du soir. Alors il y avait beaucoup de police, hein. Chaque rue il y avait voilà, police, contrôle d'identité et tout. Alors nous on y a échappé à ça. C'était très 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 sécurisé, sans doute trop en tout cas de premier abord. Donc on s'est enfoncé un petit peu dans la ville, avenue PSO, c'est un peu joli, mais en fait moi je venais pas vraiment pour voir une ville jolie, je venais pour voir une ville qui allait accueillir un grand match de foot. Et puis rien, quoi. Pas de panneaux, pas d'affiches, que dalle. C'était vraiment comme si tu allais à Montpellier un soir de semaine, quoi. C'était exactement la même chose, quoi. Donc c'était mignon, mais un petit peu déçu de ce côté-là. Et donc il arrive 15h. On rejoint la fan zone à 15h, où on passe, parce qu'ils avaient dit, en fait, ils avaient dit premier bus 15h. À 15h, on va prendre les premiers bus et on vous emmène au stade. Et en fait, on a attendu plus d'une heure, quoi. Il est parti à 16h30 le premier bus, mais parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins de fans en fait, dans cette zone-là que prévu. Je pense qu'il devait attendre que des gens arrivent ou un truc comme ça. Et puis au bout d'un moment, donc, on voit 5 bus qui arrivent, les uns derrière les autres. Donc on est parqué dedans, là où on a mis des stickers, bien sûr. Les bus étaient remplis de stickers aussi. Ouais, C'était, ouais, complètement. Bergame est stické. On y est passé, on n'y est pas allé pour rien. Donc voilà, on monte dans ce bus-là et c'était assez fou l'organisation de la police italienne parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur peut-être la démesure qu'il y a pu avoir sur la sécurité contre les fans allemands, tout ça. Bien sûr, tout n'est pas juste, mais après avoir fait l'expérience de ce match, c'était quand même relativement plaisant de se sentir presque vraiment tenu par la main par les forces de l'ordre où personne nous a cassé les couilles en fait. Dès lors que tu suivais le chemin qui était fait, tu rentres dans le bus, tu leur parles pas, on t'emmène au stade, ils arrêtent la circulation dans toute la ville pour que le bus fasse les 2 kilomètres jusqu'au stade. Donc il y avait les 5 bus qui sont partis d'un coup remplis de fans de Dortmund. Entre chaque bus, il y avait un cortège de flics, des fourgons de CRS, exactement, entourés de motos. C'était vraiment le cortège des ministres, quoi. C'était l'idée, quoi. Ouais. Et donc on arrive au stade. Et en fait, le stade, on l'a vraiment quasiment pas vu, en fait, parce que directement, on arrive dans l'entrée qui mène au parcage visiteur, quoi. On n'a vraiment pas de vision du stade en grand angle, finalement, parce qu'ils voulaient pas que les fans puissent circuler autour. Donc forcément, pour s'imprégner de l'atmosphère du match, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis après, après c'est comme dans tous les stades, quoi. On a fait le petit serre-fil, un petit fouillage un peu sympa quand même avant d'arriver. Vérification d'identité, c'est pas une légende, on vérifie bien l'identité en Italie. Et puis voilà, on est rentré, donc placement libre. Ouais. Hein, on s'est placé du mieux qu'on pouvait parce que c'était quand même particulier. Moi, j'avais jamais vu ça. Le parcage visiteur, il est relativement étroit. Et en fait, il est entouré de deux parois en plexiglas, en fait, qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur, quand même, sur 3 mètres de haut. Et en fait, tu as vraiment l'impression d'être mis dans une cage ici, quoi. Et puis après, tout autour, tu avais les supporters de Bergame, avec, donc tu avais des grands filets pour éviter que les supporters escaladent aussi ces murs en plexiglas. Et le jet d'objets aussi. Ouais, le jet d'objets pendant le match, ça, on en reparlera pendant le match de ce qui s'est passé en tribune. Mais c'était, on s'est senti en terrain vraiment hostile, quoi. Ça l'était, mais disons que les organisations de sécurité ont quand même répondu présent. C'était vraiment assez impressionnant à voir, l'organisation de la ville globale pour l'accueil des fans. Et puis voilà, donc on reste sur une note mitigée parce que, on n'est pas rentré dans une ville qui a joué ce jeu-là à fond. Je pense que Bergame, du coup, n'est pas vraiment une ville de foot, hein, finalement. J'ai pas fait Milan, mais j'imagine que quand l'Inter a reçu Bodø, l'Inter devait vivre au rythme de son club pour ce match-là. Enfin, c'est ce que j'espère imaginer. Tu vois, Bergame, pas vraiment. C'est plutôt étudiant, finalement, comme on a eu beaucoup de jeunes, université, tout ça. Donc voilà ce que je retiendrai du voyage. Et puis le retour, mais parle du retour. Faut que tu parles du retour. Le retour, c'était fou.
Bah, c'est vrai que le retour, bah, normalement, ça devait être le même trajet qu'à l'aller, hein, juste 4 heures de retour. Et puis, on devait être à la maison vers quoi, 1h30, c'était ça qu'on avait Ouais, prévu 1h30. 13h, 1h30. Bon, bah, finalement, on est rentré à 5 heures du matin. Parce que, bon, pour ceux qui vont en Allemagne, ils savent très bien que les autoroutes en Allemagne, c'est aussi un bordel niveau travaux, etc. L'Italie, c'est copier-coller. C'est la même chose. Mais eux, ils font des travaux partout et ils mettent des déviations qui te font sortir de l'autoroute. Mais après, c'est démerde-toi pour retrouver l'autoroute. Et donc, du coup, on a tourné en rond, on n'a jamais trouvé pour revenir en France. Donc, on est reparti vers direction Turin, à peu près. Ouais. Voilà. Donc, pour remonter, en fait, on était déjà en bas de l'Italie. Hein. On arrivait vers Gênes. Et ben, on a remonté vers Turin pour repasser sur une autre autoroute qui nous ramènerait en France. Mais on est, bah, pareil, cette autoroute, on a dû y sortir et on est passé par un col de montagne pour arriver du côté de Imperia où il faisait un moment -2, -3, un moment qu'on est passé au col. Ouais, alors, Maxime a dormi à un moment donné parce qu'on a tourné, parce qu'on a roulé, au total, on a roulé 7 heures pour revenir. On a roulé 7 heures pour revenir ici. Et donc, on a tourné un petit peu. Et Maxime s'est un petit peu assoupi pendant une petite heure. Donc, je conduisais dans les montagnes. Il ouvre les yeux. On est à 900 mètres d'altitude. Et il y a risque de verglas. Il fait 1 degré. Et il dit, putain, mais par où on est passé? Je dis, bah écoute, je suis le GPS. Moi, je réfléchis plus maintenant. Mais effectivement, les Italiens sont professionnels pour construire des autoroutes qui mènent nulle part et qui sont fermées, avec des panneaux où il n'y a rien marqué dessus aussi, ça c'est fou. On était tellement dans un endroit bizarre qu'à un moment donné, c'était 3 heures du mat, on a croisé des ânes sauvages. D'accord. On s'est retrouvé avec 2 ânes sur l'autoroute qui reniflaient la voiture. Quoi. C'était complètement fou. Non, ce déplacement était quand même extraordinaire et la route, le retour, on avait vraiment plein le cul. Oui, mais on est très amis parce que dans une situation comme ça, moi, je peux exploser un peu. Au bout d'un moment, tu comprends pas, quoi. Et je veux dire, tu peux pas atteindre la mer, en fait. Alors qu'il y a une autoroute tout droit, on l'a prise à l'aller, mais tout est fermé, quoi. C'est fou, c'est extraordinaire. Il y a des feux de chantier même quand c'est ouvert. Les travaux sont tous à l'arrêt complet, en fait. Il n'y a déjà personne sur ces putains de chantiers de merde. Et on a fait un détour de 300 km, 3 heures de plus, voilà. C'est ça. Et on est passé aussi par un péage où il n'y avait pas de barrière et où c'était gratuit et il ne fallait pas s'arrêter. Il est marqué no stop, rouler. Il y a aussi les péages gratuits. Donc voilà, c'était très drôle de voir tout ça. Et puis bah, on a rentré à 5 heures du mat. Bah, voilà, moi, j'ai juste dormi 5 heures pour être au taf à midi. Et puis toi, à 13 heures un peu pour te reposer. Et puis bah, ce soir, on est là un peu pour vous expliquer ce périple et ce match. Niveau parcage visiteur, peut-être dire un petit mot. C'est vrai qu'on a été assez déçus. C'est vrai qu'on connaît les Italiens, sont très provocateurs. Le fait d'avoir des plexiglas et chercher tout le temps la confrontation avec les supporters de Dortmund. Bon, le souci, c'est qu'on en avait certains alcoolisés où le moindre geste les faisait vriller. Et je pense qu'on est passé à côté d'une chance que peut-être de ne pas avoir les ultras à nos côtés parce que ça aurait pu partir, je pense, en vrille, ce genre de match, parce que la police italienne, pour la fréquenter un peu ici, c'est comme en Allemagne, il n'y a pas de quartier. Quand il faut foncer dans le tas, ils vont foncer dans le tas et ils vont matraquer à gauche et à droite, même si tu n'as rien fait. Donc, beaucoup de gestes, beaucoup de gobelets en bière qui ont volé. Moi, j'en ai eu même là. Je me suis pas pris un gobelet qui a volé, mais je me suis pris mon voisin derrière qui était bourré, qui m'a renversé son gobelet sur moi. Mais on a donné, je trouve, une mauvaise image de Dortmund qui ne nous représente pas. Et je trouve ça dommage. Surtout, bon, je peux comprendre la frustration de tout le monde au vu du match qui s'est passé. Et on va en parler. Et surtout de la prestation, parce que tout le monde était gavé de la prestation surtout. Et plus les provocations italiennes qui ont fait que, voilà, avec le plexiglas transparent, on voit tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Donc certains ont pété des plombs et à se claquer contre les vitres des fois. Donc ouais, c'est une aventure, c'est une expérience. Moi perso, je la recommande pas, Bergame. C'est pas quelque chose que je retiendrai. J'ai eu la chance de faire Bologne, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai fait Milan AC, j'ai fait l'Inter, pareil, ça s'est pas du tout passé de cette manière. Donc un peu déçu de faire autant de kilomètres, autant d'heures pour voir ça et surtout
de voir une prestation de Dortmund. C'est le foot. Donc, Ouais, il y a deux choses en fait, parce que j'ai pas envie qu'on retienne de ce space, les supporters de Bergame sont odieux. Ils le sont, mais en fait, il y a savoir perdre avec élégance et gagner avec classe. Et en fait, je trouve que les supporters de Dortmund ont été abjects, idiots, absolument stupides, de soit commencer la provocation, parce que nous, on est en plein milieu, donc forcément, on a une vision qui est très, très, très zoomée. Mais c'est vrai que de l'autre côté du plexi, et même dans la rue, quand les bus passaient, on avait des doigts d'honneur partout, en fait. Les supporters italiens de ce club-là, ceux qu'on a croisés, c'est tout ce qui fait que le foot est un sport détestable, en fait, dans ce sens-là. Ça ne devrait pas exister comme ça, puisqu'au final, je sais pas, si tu serais assis peut-être 3 mètres plus loin, tu serais assis à côté d'un mec de Bergame, en fait, et on est là pour regarder un match de foot, quoi. Et les supporters Dortmund, ouais, il y a un gars qui a lancé un gobelet plein de bière sur Samardzic pendant qu'il allait tirer son corner. C'est pas normal, c'est pas une bonne ambiance, ça s'est mal passé. Alors après, si on veut parler en termes de décibels, oui, c'était assez impressionnant, c'est vrai. L'Atalanta, ils n'ont pas déconné du tout, c'était assourdissant. c'est 25 000 en plus, hein. C'est pas non plus Ouais, un stade énorme. carrément. Et puis le stade, il est aussi pas couvert du tout, donc il n'y a pas de réverbération. Il faisait un bordel monstrueux que je trouve la télé n'a pas rendu justice, honnêtement. Quand on n'a pas l'impression que ça a été une ambiance de fou. Il y a eu de la pyrotechnie, il y a eu des feux d'artifice avant, pendant le match. Il y a eu un tifo aussi, on n'a pas parlé. Oui, et justement, il est là. Donc, Voilà, un tifo en arrivant. Il y a eu des messages, pareil, ça, pendant le réalisateur italien l'a pas montré, mais il y a eu des banderoles pendant le match d'appel à la paix, entre guillemets, entre l'Atalanta et Dortmund. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Qu'il voulait boycotter toute politique de blacklist aussi. Ça. C'était l'histoire par rapport au fait que si tu n'étais pas allemand, tu pouvais pas venir voir un match à Bergame et tout. Donc il y a eu ça. Il y a eu une autre aussi banderole sur le fait qu'ils nous ont remercié que le prix était de 18 € pour venir voir un match chez nous en Gasteblock. Donc pareil. Et après, il y en avait une dernière, mais la dernière, j'ai pas compris ce qui en italien. Oui, c'est vrai que c'était en italien. Déjà, la dernière est en italien, mais oui, il y avait un truc sur le prix des billets où il y avait une vraie demande de baisser le prix pour, a priori, les joueurs de Bergame ou l'UEFA, peut-être. Mais l'ambiance, si on parle vraiment décibels et son, c'était vraiment colossal, digne d'un grand match, sincèrement. Mais après, ce qui s'est passé dans les tribunes, surtout en deuxième période, c'est juste à vomir, en fait, des deux côtés. Et puis à la fin du match, il y a des mecs qui sont restés à la fin du match, qui disaient ciao, ciao, de l'autre côté en disant 4. Pendant 20 minutes, on a eu ça. Ça fait pitié, juste. Et puis à la fin du match, honnêtement, nous, on était sonnés. Il y a une certaine forme de traumatisme lié à ce qui s'est passé en tribune et puis aussi à ce qui s'est passé sur le terrain, bien sûr. On n'a pas bougé pendant 1 heure. Déjà parce que les autorités nous l'imposaient, on ne pouvait pas quitter le stade de suite, mais aussi parce que franchement, il a fallu s'en remettre. C'était intense, c'était violent. C'était vraiment une expérience violente. Et je pense que sans Maxime, j'en retirais vraiment pas grand-chose de positif, quoi. C'était vraiment venir ici faire le match avec toi qui fait que c'est un souvenir particulier quand même. C'est ton premier match à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Mais il y a vraiment rien d'extraordinaire à retenir, si ce n'est l'organisation italienne, que moi je m'en souviendrai toute ma vie de ce qui s'est passé, parce que franchement, putain, être suivi par un hélico et tout, c'est fou. Et puis c'est sans doute tout, quoi, parce que même les joueurs, à la fin, il n'y en a aucun qui a osé vraiment venir et tout. C'est vrai que on peut en parler aussi sur ça, c'est que les joueurs sont venus brièvement. Can est venu, il a applaudi 2 fois, il s'est barré comme un lâche. Je suis désolé, je vais dire les termes, mais c'est le capitaine. Je pense que le capitaine, il doit se présenter, il doit s'avancer. Et au contraire, il a fui, comme il l'a déjà fait, mais moins que certains comme Brandt et tout. Bon, après, voilà, la tribune était assez énervée, donc tout le monde leur a demandé de partir et d'aller voir ailleurs. Oui. Donc, mais voilà, c'est vrai que grosse déception aussi de la part des joueurs. Il n'y a que Silva on pourra retenir, qui s'est avancé. Et en fait, on pensait qu'il venait nous voir, pas du tout. Il a été donné un maillot à un petit jeune qui avait une pancarte et qui voulait son maillot. Mais très beau geste de sa part, c'est le seul qui a essayé d'avancer un peu. Sinon, tout le reste, ça a resté à quelques mètres et plusieurs dizaines de mètres même. Oui. Et puis, oui. Voilà. Donc, la réaction du bloc à la fin du match était quand même très, très, très hostile, quoi. Il n'y a aucun joueur qui a eu le courage de la braver, de discuter. Ça s'est vu récemment, hein, les capitaines et pas que, les leaders de vestiaire qui, face à même la ZUT tribune, enragés, viennent parler avec les représentants des ultras, tout ça. Là, Can, il a essayé.
le Gasteblock l'a envoyé au vestiaire. Franchement, il n'a même pas regardé la tribune. Il a regardé ses crampons, il a fait demi-tour direction les vestiaires et il rentre tout seul. Alors que toute l'équipe, quasiment toute l'équipe, reste certes à distance, mais au moins voilà, les mains sur les hanches à contempler le désastre en fait, parce que c'est ce qui s'est passé quoi réellement. Donc c'est pas très joyeux ce qu'on raconte quand même, mais au-delà du match, c'est important. Voilà, il y a une fissure qui s'est créée vraiment dans le bloc visiteur et c'est pas que lié à Bergame et ses supporters, c'est intrinsèque au club, je pense. C'est ça, c'est un ensemble et qui a fait aussi que. Donc voilà, bon, c'était un peu le récit de notre déplacement à Bergame. Écoutez, on va enchaîner directement avec la composition d'équipe. Je vous la rappelle, puis comme ça, on va pouvoir donner la parole un peu à Franck et à Vincent, parce que ça fait 22 minutes qu'ils nous écoutent, les pauvres. Très intéressant. Écoute, c'est gentil. Donc, du coup, au poste de gardien, Grégor Kobel. Dans l'axe, Ben Sebaini, Anton Chan qui faisait son retour. Svensson à gauche, à droite, Ryerson. Dans l'axe, Bellingham, Nmecha. À gauche, Brandt. À droite, Beyer. Et à la pointe de l'attaque, Serhou, Guirassy. Grosse surprise, je pense que c'était quand même de revoir Emre Can, parce que bon, on l'annonçait un peu pas sûr de pouvoir jouer. Schlotti reste sur le banc. Sans parler bien sûr tout d'abord de la prestation d'Emre Can, parce qu'on va pouvoir en débattre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vincent, de la compo? Écoute, la composition, elle est encore une fois, j'ai envie de dire cohérente. J'ai Bellingham, j'ai Nmecha, donc c'est-à-dire un milieu de terrain qui est résistant, qui me convient. Svensson, Ryerson, toujours fidèle au poste. Ben Sebaini, j'étais malheureusement très très content de le voir titulaire. Chan, j'étais très très mitigé parce que j'aurais préféré voir carrément Schlotti. Après l'attaque, c'était plus ou moins ce que j'avais en tête, sauf que j'aurais préféré effectivement voir Silva comme j'avais prévu dans ma compo. Bon, sinon là, quand je fais face à quand je prends connaissance de la compo, elle me plaît, on va dire, ouais. D'accord, ok. Et Franck, toi, t'en as pensé quoi? Je sais comment on peut mettre un mec comme Chan dans l'équipe alors qu'il n'a pas joué depuis 3 ou 4 matchs. Donc, c'est la nouvelle méthode Kovac. On met à chaque compo un joueur qui n'a pas joué depuis un mois. Donc, contre le Bayern, on peut choisir qui n'a pas joué depuis un bout de temps et il va le mettre. C'est pas mal. Surtout qu'on joue une qualification européenne, une survie financière qu'on va se passer. Donc, on met un mec comme Chan, vu sa prestation qui a été horrible, honteuse, calamiteuse, catastrophique. C'est du foutage de gueule. C'est même plus un incident professionnel, c'est un crash tout court, quoi. Donc là, il faut donner des explications, je pense. Ces mecs-là sont salariés. Dans une entreprise, ça fait un licenciement. Je suis désolé de le dire. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas été meilleurs, de toute façon. Mais je veux dire, si on veut faire quelque chose, on a vu à Leipzig qu'on a fait descendre Ryerson, ça a porté ses fruits. On aurait pu tenter au moins ça et mettre Couteau peut-être, qui au moins, je pense, était peut-être physiquement plus près que Chan et Schlotti. Parce que pourquoi Chan et pourquoi pas Schlotti? Bon, peut-être Schlotti était moins près, je ne sais pas. Il n'y a rien qui a communiqué. Mais si on emmène Schlotti sur le banc pour le laisser sur le banc, mais alors prenez quelqu'un d'autre. Pourquoi pas prendre Regani alors de nouveau, quoi. Mettre Schlotti pour qu'il prenne un carton rouge, qu'il ait mérité ou pas mérité, ça je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne suis pas à côté. Mais c'est catastrophique de vouloir aligner une équipe comme ça, quoi. Je veux dire, c'est honteux, quoi. Je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, ça a un non-sens, quoi. Un non-sens total, quoi, je veux dire. Oui, c'est vrai que pourquoi mettre Chan? Surtout qu'en plus, toi, Kylian, tu voulais mettre Ryerson plus bas, mais Ouais. on sait que Ryerson en plus ne jouera pas samedi parce qu'il est suspendu. Donc Couteau, il lui faut un peu de temps de jeu aussi, qu'il se remette en jambe, parce que là, on va remettre un mec qui va jouer 90 minutes, qui n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Donc, Alors, on voit Chan, il tire la langue. À un moment, il est en première période, il a les mains sur les genoux. Le mec, il en peut plus déjà au bout de même pas 45 minutes. Il y a un problème. Il y a un problème. c'est normal, il n'y a pas de rythme. On joue quand même un match européen, quoi. Je veux dire,
Je ne comprends pas comment on peut aligner un gars qui n'est pas prêt physiquement. Il ne l'est pas. Depuis toute la saison, je ne pense pas que ce gars est prêt physiquement, quoi, je veux dire. Et on le met dedans, quoi. Ce n'est pas possible, ça, je veux dire, quoi. Je ne comprends pas, quoi, je veux dire. Anton s'est démultiplié au début du match. Il a rendu l'homme assez rapidement parce qu'il en avait marre. La prestation des 3 derrière a été calamiteuse, hein, mais calamiteuse. Après, le pauvre Ben Sebaini, je ne vais pas tirer son ambulance parce que c'est à faute, tu n'as pas de chance pour beaucoup de choses, mais sur les 4 buts, 3 fois, il fait des trucs qui sont. Kobel ne parle pas avec lui, je ne sais pas. Enfin bon, on en reparlera après sur le déroulé du match, mais ça, on n'a pas le droit. Je veux dire, on n'a pas le droit. Sur le papier, je suis d'accord. Quand j'ai vu ce qu'a. Alors, moi, je vous dis franchement, je fais une compo, mais pas sur ce que j'ai envie de mettre. Je fais une compo d'après les choix douteux de Kovac, quoi, je dirais, quoi. Parce que quand j'ai vu la compo à Kylian, c'est ce que moi j'aurais fait, mais je sais très bien qu'il ne va pas le faire. Il n'y a pas de logique. Il ne veut pas de logique. À un moment, je veux dire, on a bien vu à Leipzig, on a joué un match à l'extérieur contre un bon club. Là, on joue aussi à l'extérieur. Regani n'a pas pu faire le taf quand on a mis Ryerson. C'était un peu mieux. Là, je pense que c'était peut-être pas la meilleure solution Ryerson, mais en tout cas, Chan, c'était pas la solution. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Et je pense que Chotti non plus, vu qu'il n'était pas prêt, quoi, je veux dire. Alors, non, on ne peut pas mettre Chan, quoi. Et arrêtons de dire que c'est un capitaine. Non, je suis désolé, c'est pas possible, quoi, de fuir autant ses responsabilités et de. Non, c'est. Ouais, c'est assez triste hein, de le voir de cette manière et surtout d'avoir le brassard et de réagir comme ça. C'est moi. Je sais qu'il y a un moment, on avait rigolé, quand on regardait le match, on l'a vu faire une course, Emre Can, de défensive. Il zigzaguait, le mec. Il courait pas droit, il faisait des gauches-droites. Je me dis, mais il va où? Parce que le joueur, il est à sa gauche, il fait des gauches-droites, il faisait que ça, tac, tac, tac. Il sait pas faire une course droite. Alors, est-ce qu'il y a encore des problèmes d'adducteur? Est-ce qu'il le fait? Mais ouais, c'est bon. On en parlera après d'Emre Can et dans le coup. Tu veux dire quelque chose sur la compo? Bah, sur la compo, je vais revenir sur celle que j'ai mise moi, en fait. Parce que c'est vrai que il y avait un souci pour le 3e défenseur central, en fait. Voilà, c'est ça. Et que ce soit Chan ou Schlotterbeck, j'ai mis aucun des deux parce que les deux sortent de quand même une période assez longue d'absence, quoi. Et Chan n'est pas fiable physiquement, il ne l'a jamais été cette saison. Et Schlotterbeck, je pensais que l'objectif, c'était surtout qu'il revienne titulaire pour le Bayern, quoi. Donc oui, j'ai mis Ryerson parce que ce que j'ai vu de Ryerson contre Leipzig à ce poste-là, c'était plutôt intéressant. Et Reggiani me semblait moins pertinent dans le sens où il faut forcément relancer Couto. Couto sera titulaire contre le Bayern puisque Ryerson est suspendu. Donc c'était mon idée de mettre Ryerson à ce poste-là et Couto piston. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai même mis Sabitzer plutôt que Mecha parce que j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu de Mecha contre Leipzig. Je pense qu'il est émoussé et qu'on va affronter un Bayern en pleine forme physique et qu'il faut faire tourner. Alors, contre Leipzig, il avait décidé de faire tourner Brandt. Je me suis dit que contre l'Atalanta, ce sera autour de Mecha. Et devant, j'avais eu envie de relancer Adeyemi parce que sans doute que Bayer aussi, ça fait beaucoup. Hein. Maintenant, les matchs qu'il enchaîne, Maximilian Bayer, il joue énormément. Donc, c'était un petit peu l'idée. C'était une rotation, mais une rotation que je trouve saine. Alors que là, en fait, on part sur le 3-4-3 presque type qu'a trouvé Kovac depuis le début du mois, hein, on va dire. Et puis, au final, une micro-erreur. Enfin, non, c'est pas une micro-erreur, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une erreur multiple d'Emre Can. Il y a plusieurs personnes qui sont responsables sur sa titularisation. Déjà, le joueur lui-même, je pense. Mais c'est vrai parce que le joueur, il est capitaine dans l'équipe, il n'y a pas plus important. Forcément qu'il est consulté. Est-ce que tu es prêt dès le début, pas dès le début? Est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas? Forcément qu'il a donné son accord. Le staff technique, le staff médical et à la fin, la décision de Kovac. Tous ces gens-là sont responsables de sa titularisation parce qu'il n'était pas prêt. Mais ça s'est vu de suite, en fait. Dès les 10 premières minutes, on prend l'eau. Quelle zone? La zone d'Emre Can, quoi. Alors, pas que parce qu'il y a Emre Can, parce que aussi tactiquement, on l'a vu avec Maxime, vu du stade, il y avait un truc qui se dégageait, c'était limpide, et ça a été très vite réglé d'ailleurs, mais il y avait déjà un 0 en fait. Mais c'est un fiasco en fait, ce match est un fiasco, et la composition aussi, quelque part, parce qu'un simple choix a été pris sur un gars qui
qui depuis le début de la saison n'est juste pas prêt en fait. Et ça me fait poser des questions sur sa prolongation. Prolongation, oui, non, ou pas. Je suis un peu perdu, honnêtement, un peu perplexe sur le catch. Ouais, voilà, la prolongation, je ne sais pas si, si c'est toujours d'actualité, mais si ça a lieu, ça serait vraiment hyper inquiétant. Je trouve Moi, j'aurais même, à la limite, changé le système de jeu. J'aurais joué avec 2 défenseurs, que ce soit Ben Sebaini et Anton. Je pense qu'ils auraient été moins perdus dans le placement. Et j'aurais fait descendre Bellingham un plus devant la défense et fait jouer Sabitzer et Nmencha au milieu. Mais j'étais sûr de toute façon que Kovac ne le ferait pas. Kovac, comme a dit Kylian, de toute façon, reste dans son système de jeu et il reste dans son 11 depuis le début de l'année. Autant pour la première période, début de l'année, il changeait parce qu'on avait très peu de blessés. Mais là, il ne change plus rien. Il a un 11 type, il change juste le mec qui est blessé ou qui est suspendu, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, lui-même en conférence de presse, il se vante un peu de pouvoir avoir des systèmes flexibles. Oui, il y a beaucoup de blessés en défense, donc on a la possibilité de passer à 4 et tout. Jamais de la vie, il le fait en fait. Il reste toujours dans ses idées retranchées qui lui ont prouvé que ça lui donnait des résultats, mais ça lui a aussi prouvé que tu n'es pas capable de sortir à aucun moment, ou beaucoup trop rarement, des performances du niveau qu'exige un barrage retour européen en terre hostile comme les Bergame, tu vois. Sur ça, il se trompe. Sur ça, il s'est trompé. Bon, après, il ne se cache pas non plus. Hein. Il le dit qu'il a une grosse part de responsabilité, mais j'aurais aimé qu'il s'en rende compte genre avant le match, en fait, avant la branlée 4-1, que ce match, il faut le prendre au sérieux et mon ego à moi est moins important que les résultats du club, en fait. Et actuellement, Kovac est peut-être un peu trop rempli de certitude, en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Bah, sûrement au fil des résultats hein, qu'il a. Au final, est-ce que Oui. tout va vers lui, je veux dire, par rapport à ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Franck? Non. Alors, je voulais juste dire qu'on a beaucoup critiqué à une époque Terzic, mais je trouve que Terzic, au moins, était un tacticien. Je crois que Kovac n'est pas un tacticien du tout, quoi. C'est juste un gestionnaire, mais je ne vois pas de tactique. Il n'en a pas. Il a un système de jeu, mais il n'y a pas de tactique. Alors, je me pose des questions, parce que même si on a fait un bon match contre Bergame à l'aller, hein, ce sera peut-être le seul épisode. Autrement, sur le reste de l'année, j'ai encore rien vu. Hein. Et quand il faut changer de tactique, on ne le voit pas. Alors bon. C'est un peu compliqué. Hein. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner samedi, quoi. Mais vraiment très curieux. C'est un grand point d'interrogation. Je reprends le commentaire de Bruno qui dit les résultats, il les a que si la défense tient. C'est pas la production offensive qui fait quoi que ce soit, mais Kobel peut pas tout faire tout le temps. Bah, c'est vrai que ces résultats, il les a parce que défensivement, c'était solide hein, ces derniers temps. Notamment la production défensive contre Bergame, c'est un super exemple. Contre Bergame, à l'aller, oui, évidemment, à l'aller, Bergame a été tellement inoffensif qu'ils en sont arrivés à s'en remettre à des frappes désespérées à 35 mètres, et c'est leurs 2 seules occasions du match. Dès lors que c'est friable, ça l'est pas à moitié, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète surtout. C'est que dès lors que c'est friable, ben hop, t'en prends 4 contre City, t'en prends 4 contre Bergame, tu prends une leçon de foot à Tottenham contre le pire Tottenham de l'histoire. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit excellent, ça l'a été. Excellent, si Kovac a des résultats, il ne les sort pas de son chapeau non plus. Mais dès qu'il y a une faille, on met trop de temps à savoir la colmater, en fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'expérience tactique du coach qui fait la différence. Et si son plan de départ ne passe pas, il n'a pas de plan B, en fait. Voilà, il n'a pas de plan B. C'est pas un tacticien, je ne vois pas. C'est pas un stratège. Il n'arrive pas à changer. Je veux dire, on a eu des gars qui changeaient une multitude de tactiques. Hein. Tourelle, en l'occurrence, qui changeait même peut-être trop. Moi, je trouve que Terzic préparait bien ses tactiques, mais lui, je ne vois pas. Comme dit totalement Kylian, il n'a pas de plan B. Il a un plan A et ça s'arrête là. Et il n'y a pas de plan B, quoi, je veux dire. Je pense que tu demandes à n'importe quel connaisseur un peu de football qui est le meilleur tacticien entre Kovac et Tourelle. Il n'y a pas un mec qui va te sortir Kovac. Tout le monde va dire que Thomas Tuchel est beaucoup plus flexible, avec beaucoup plus d'adaptabilité. Il a réussi partout où il est passé. Kovac, il a un peu échoué partout aussi. Hein. Même au Bayern, ce n'était pas transcendant, le Bayern de Kovac, tu vois. Donc, écoutez, il a un plan A qui, en première instance,
est pertinent, mais dès que ça fonctionne plus, voilà, il y a une certaine limite forcément dans le coaching de Kovac. Merci. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là sur la compo. On va enchaîner avec ce qui s'appelle une débâcle. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot prestation. Je pense que ça sert à rien de diviser le match en première période, en seconde période. On va donner un peu de son avis global sur tout le match. Donc voilà, tout le monde le sait, défaite 4-1, vous avez les noms des buteurs en images. C'est ce qu'on s'était dit un peu, hein, Kylian, au début, c'est que si au bout de 5-10 minutes, on commence à en prendre un ou autre, le stade va exploser et la rencontre va être flamboyante. Bon, bah bingo. 5 minutes, on s'en prend un premier, puis après on prend le deuxième juste avant la mi-temps, qui fait bien mal au passage. Donc, puis bon, après on parlera un peu plus de fin de rencontre. Déjà, je commence avec toi, Vincent. Peut-être on fait 3/4 match et puis après on parlera vraiment que de la fin de rencontre avec ce qui s'est passé et puis la tout à fait, merci. On fait le 3-0 jusqu'au 3-1. Enfin, on fait à partir du 3-1 après et jusqu'à la fin, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus simple. Après, bon, de toute façon, ce qui s'est passé à la fin, j'ai pas vraiment pu savoir exactement. J'ai juste un petit peu lu ce que Schlotterbeck, l'explication de Schlotterbeck, mais sinon je n'en sais pas plus. Déjà, avant toute chose, je suis vraiment content de votre déplacement. Enfin, je suis vraiment content que vous ayez vécu ce déplacement. Au moins, ça vous fait une expérience. Ça vous fait aussi bon, ça s'est peut-être pas passé, ça s'est peut-être pas bien passé dans tous les domaines, mais au moins, vous avez vécu une expérience entre potes et c'est le principal. Par contre, je suis de manière générale, alors je vais pas faire du drama non plus, mais moi, quand Dortmund perd, je n'arrive pas parce que Dortmund, c'est une équipe que j'y pense pratiquement tout le temps. Mais donc je suis pas non plus au bord du suicide pour à titre d'information, mais je suis très 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 déçu. J'ai vécu une journée de merde à cause de ça. J'ai été déçu pour vous. Ce résultat-là, c'était pas du tout à ce quoi je m'attendais déjà parce que moi, je sais que des fois je suis un petit peu trop enjoué. Il faut attendre que le match se finisse, mais j'étais quasiment sûr à 99% que Dortmund allait se qualifier à la fin de ce match. Donc j'étais déjà en train de me dire que vous alliez revenir avec la qualification. Donc ça déjà, ça me donnera déjà une leçon à moi, mais ça c'est mon problème. Mais bon, déjà, on peut quand même dire félicitations à l'Atalanta quand même d'avoir su inverser la tendance parce qu'il fallait quand même le faire. Il y avait quand même 2 buts à rattraper, ils nous en ont mis 4, donc au moins déjà aussi ça nous donne une leçon à eux aussi. Je suis très très très, très déçu de l'équipe de manière générale. Je les ai rarement vus comme ça cette saison, alors que je les ai un petit peu encensés lors du dernier Space en me disant que c'était une équipe soudée et une équipe qui commençait déjà à progresser. Et on voit qu'en finale, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là aussi, ça me donne une belle leçon d'attendre plutôt la prochaine fois. Donc j'aurais dû écouter plus Franck sur ce coup-là. Déçu du comportement des joueurs parce que bon, on peut faire une prestation merdique, mais au moins avoir un comportement un peu plus classe, ne serait-ce qu'envers les supporters. Ça aurait été la moindre des choses après cette débâcle. Je vois qu'apparemment, il y a des gens qui doivent changer un petit peu leur savoir-vivre. Bon, c'est des jeunes, mais je pense que à un moment donné, arriver à ce stade d'une telle compétition, on se doit d'avoir un comportement adapté à la situation. Et aussi, je voulais quand même dire un petit mot par rapport à Ben Sebaini. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a été un des joueurs qui a fait un match le plus catastrophique. Ce joueur-là, j'ai pas forcément envie de lui tirer dessus parce que il y a parmi toutes les, on va dire, ce qui s'est passé, on va dire, c'est un petit peu la faute à pas de chance. Même le carton, hein, on en reparlera. Je le trouve un petit peu trop sévère, mais ça, c'est mon avis personnel.
puis voilà, je voulais au moins juste, au moins avant de finir, un point d'honneur quand même à Maximilian Bayer et j'ai trouvé aussi Bellingham qui a été pas trop mal. Je vois qu'il fait de meilleurs matchs, mais je vous le cache pas, je pensais au but d'Adeyemi, je commençais déjà à reprendre un petit peu espoir, mais j'ai encore eu l'ascenseur émotionnel qui est redescendu à zéro. Je sais pas trop quoi penser de ce match. Ça me fait peur pour samedi. Voilà. Mais en tout cas, sur ce match-là, je suis très, très déçu et vivement la fin de la saison. Voilà. Ouais, bon. Il y a encore du parcours, hein, Vincent, pour la fin de saison. Mais bon, la fin de saison, maintenant, ce sera que le week-end. Bon, la semaine, ça sera terminé. Ils pourront tous aller à la plage ou à Majorque ou à Las Palmas ou ce qu'ils veulent. Mais ouais, c'est vrai que tirer sur Ben Sebaini, ça serait trop simple, je pense. Puis bon, c'est pas notre genre déjà sur le genre de rencontre à tirer sur un seul joueur. C'est un collectif à blâmer. Mais voilà. Franck, le combat, on fait jusqu'à la 75e avant le but d'Adeyemi, puis après on reparlera de la fin du match. Ouais. Bon, alors, comment dire j'entends ce que dit Vincent, je le comprends totalement. Je me mets à sa place. Je suis plus détaché depuis un moment. Comme je vous ai dit, pour moi, les véritables joueurs et ceux qui étaient attachés à ce maillot et à cet écusson n'existent plus. Cette équipe, de toute façon, est qu'une équipe, je pense, de mercenaires et de joueurs qui veulent tirer un maximum de leur salaire. Je pense plus que beaucoup pensent club. Il y en a encore peut-être certains, à un minimum. Mais comme dit, les anciens sont partis. Ceux qui savaient mouiller le maillot sont partis. On l'a vu dans des matchs comme hier soir, qu'il fallait avoir des joueurs qui savent jouer club, qui savent mouiller le maillot. On peut perdre, il n'y a aucun problème. On peut se faire éliminer, il n'y a aucun problème. Mais de cette manière, je trouve ça honteux et catastrophique. J'avais honte hier soir d'être supporter de Dortmund. J'étais comme Vincent, je pense. Pendant 1 heure, j'ai regardé la télé éteinte parce que je me dis, c'est pas possible ce que j'ai vu. Ça doit pas être réel. J'ai dû faire un cauchemar parce que c'était pas une prestation. Ces mecs n'arrivaient même pas à mettre un pied devant l'autre, pas faire une passe. Je n'ai rien compris sur cette équipe. Je crois que c'était le match le plus catastrophique qu'ils ont fait cette saison et de loin. Je ne vais pas en tirer un ou l'autre, ça ne sert à rien du tout. Comme on dit, c'est une équipe, on gagne, on perd ensemble. Là, ils ont tous perdu, hein. Mais de A à Z, quoi. De A à Z, tous. Tous ceux qui ont joué, tous ceux qui sont rentrés, je veux dire, jusqu'à la 74e, j'ai rien vu. J'ai vu des joueurs qui étaient empruntés, qui ne sont pas rentrés dans le match, qui ne sont pas rentrés dans les duels, dans le défi physique, dans rien, quoi. Et pourtant, je veux dire, il y avait matière à. On nous a interdit, je veux dire, d'abord le déplacement. Les supporters, une partie les ultras n'ont pas pu se déplacer. Il y a eu des commentaires qui ont été faits entre la direction de Bergame et de Dortmund. Ben, mec, je veux dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux pour être motivé, quoi, pour leur montrer qui est meilleur, quoi. Ben là, on leur a montré surtout qui était très mauvais, quoi. Et c'était nous, quoi. Ouais. Et franchement, bravo à eux. Ils ont mis la recette, ils ont mis ce qu'il fallait pour retourner cette situation. Je vous l'avais dit, le 2-0 ne suffisait pas. Hein. Je l'avais dit, le 3-0 aurait été beaucoup plus salvateur. On est parti 2-0. J'avais dit aussi, si on prend un but dans les premières minutes, ça va être la poudrière, mais ça, tout le monde le savait. Et le scénario s'est complètement réalisé, quoi, je veux dire. Donc, franchement, on a des mecs qui ont de l'expérience. Hein. Des mecs comme, je veux dire, mais toute la défense derrière a de l'expérience. On n'a pas de jeunes joueurs. À part Svensson et Bayer, tout le reste, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Bon, allez, Nmecha, Bellingham non plus. Mais derrière, on a plutôt les tauliers. On a un gardien qui comme normalement, qui est bon, qui a fait un bon match parce qu'il nous a quand même encore maintenu par moment, quoi, hein, je veux dire. C'est le seul que je ressortirai pendant les 74 premières minutes parce qu'on va parler de la dernière minute plus tard, qui aura été fatale. Et franchement,
Je, je suis abasourdi qu'on puisse faire un tel match et une telle prestation, quoi. Et alors, je peux comprendre la réaction des gens qui étaient là-bas, qui ont demandé aux joueurs de même pas venir. Moi, je crois que j'aurais été les joueurs, j'aurais eu honte de me présenter, quoi. Franchement, honte. Mais honte, quoi, je veux dire. Mais certains sont même pas venus, Franck. Hein. Ah Certains ouais. sont direct rentrés au vestiaire. Hein. Ouais, bah, il vaut mieux, je pense, parce que Ouais. quand tu produis un match comme ça, se présenter, c'est encore mettre le feu aux poudres, quoi, je veux dire, quoi. Non, je vous dis, de toute façon, des joueurs qui tiennent à cette écusson, il n'y en a plus. Je suis désolé. Matsumel, c'était le dernier. Et il y a des joueurs qui se battent encore, hein, bien sûr, mais ils ne pensent plus club, quoi. C'est fini, quoi. Donc, vraiment une grande amertume. J'avais vraiment mal au cœur pour vous deux. Mais en tout cas, moi, je dis une chose. Dites-vous que vous avez fait un déplacement. Vous êtes des amis depuis longue date. C'est ce qu'il y a de plus beau. Vous avez partagé quelque chose ensemble. Et c'est ce qui m'a réchauffé dans mon cœur parce que, franchement, je vous espérais un beau match et une belle qualification, de voir un beau spectacle et tout. Vous ne l'avez pas vu. Mais au moins, il y a une chose, c'est que vous voyez, l'amitié, il n'y a rien de mieux. Et comme je vous dis toujours, Dortmund, c'est plus que du foot. Et vous en êtes vraiment le reflet parfait. Bravo à vous. Bravo vraiment pour votre déplacement parce que c'était honorifique. Et ce que vous allez encore faire ce week-end en plus, c'est votre semaine. Alors, j'espère que vous aurez une petite récompense derrière au moins. Mais moi, je vais vous la donner quand même déjà ce week-end pour essayer de vous faire partager au maximum ma passion, mais vous la partagez déjà, et pour vous écouter un maximum, et parce que franchement, vous méritez vraiment mieux, quoi, les gars, quoi. Et comme d'autres supporters, malheureusement, quoi. C'est ça, ouais, tous ceux qui étaient présents. Hein. C'est vrai que nous, voilà, on n'était qu'à 4 heures de route, mais on voyait qu'il y avait 3 bus qui venaient de Dortmund directement. Les gars allaient se retaper la route. On y a dit approximatif, on a dit 10 heures nous, de route pour aller. Mais voilà, les mecs ont fait 10 heures aller, 10 heures retour pour voir ça. J'ai encore plus de peine pour eux, tu vois, que moi je veux dire, bon, on a fait 4 heures, ça, bon, même toi, tu viens de Bordeaux. Mais on s'en souviendra. On s'en souviendra. Mais c'est quelque chose Regardez, qui va nous rester regardez tous les sacrifices qu'ils ont fait. Si les joueurs pouvaient penser un minimum sur tous les sacrifices que font certains supporters pour aller les voir jouer, quoi, pour aller les voir, je veux dire, se battre pour notre club, et c'est eux qui sont représentatifs. Là, j'ai du mal, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Je veux dire. Il devrait avoir cette reconnaissance, tu vois, de dire putain, mais ils sont là, les mecs, ils sont à Atalanta, ils sont à Bergame, pardon. On est à Dortmund, on a des milliers de kilomètres. Même il y avait des groupes de Suisse, donc c'est sûr qu'ils sont plus proches et tout. Mais merde, votre Castebloc, il est plein à chaque match où vous allez à l'autre bout de l'Europe. Je pense que Julien, une fois, il avait été à Karabagh, qui est en Azerbaïdjan. Les mecs ont été en Azerbaïdjan pour les soutenir. Oh, faut tiquer au bout d'un moment, je veux dire, c'est fou. Donc bon, bref, après, ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que cette reconnaissance qu'ils n'ont pas eu à la fin, t'as envie de les gifler. Ça, puis, déjà, t'es pas bien toi, plus ça, ils te remettent la couche. Tu dis, ouais, ça fait beaucoup. Première période, Kylian? Eh bien, disons que, en fait, j'ai pas trop envie de parler tactique ou stade, quoi. C'est le fait, d'être au stade, d'avoir vécu le truc et tout, ça humanise peut-être un peu plus le rapport au foot et le rapport aux joueurs et le rapport aux supporters que devant son écran. C'est deux façons différentes de l'appréhender. C'est vrai que j'ai trouvé personne de bon, en fait. D'ailleurs, Roure a mis 5 à quasiment tout le monde. Hein. Ouais, il y a eu des 4,5 ou 4, je crois, pour Kobel, grand max. Mais, voilà, en Allemagne, la système de notation, c'est de 1 à 5 ou 1 à 6, 1 à 5. Bon, des fois, il y a 6 aussi quand c'est vraiment très, très catastrophique. Mais, c'est mauvais. Et le 1 étant voilà, la meilleure note et le 5 la plus mauvaise. Quasiment toute l'équipe a eu 5. Concernant Ben Sebaini, je pense que ça vaut pas le coup vraiment de parler de lui et de pas parler des autres parce que je pense qu'il est suffisamment dur avec lui-même là en ce moment. Il sait qu'il est responsable de beaucoup de choses, mais pas plus que les autres honnêtement. Le côté droit pendant le premier quart d'heure, Chan il a pris l'eau. Ryerson, il se comportait pas comme un défenseur, il se comportait pas comme un joueur investi en fait.
Il se comportait comme un ailier qui attendait d'être lancé dans la profondeur. Ryerson a fait un match horrible. Svensson, si on me trouve une bonne passe de Svensson dans ce match, je suis preneur. Les gars dans les chats là, moi je suis chaud. Faites un screen et faites un arrobase à Max sur Twitter. Montrez-moi une bonne passe de Svensson dans ce match. Je suis très curieux. Une passe vers l'avant, bien sûr. Passe en arrière, ça compte pas. Mecha, invisible. Job un petit peu mieux, mais trop seul pour faire quoi que ce soit au milieu. Franchement, le milieu de terrain de l'Atalanta, c'était pas Zalic et De Roon. Les deux, ils ont mis la muselière à Mecha et à Job. Quoi. Il n'y avait pas possibilité de passer au milieu. Et derrière, Isakien, Guirassy, il va en rêver longtemps de Isakien parce qu'il l'a vu de près, et tout le match. Guirassy, c'est compliqué d'évaluer Guirassy. Je crois qu'il a eu 5 aussi, sans doute. Pareil. Je l'ai trouvé volontaire, quoi. Je l'ai trouvé volontaire. Franchement, il faisait des courses, il essayait de trouver des espaces à droite, à gauche, mais il était marqué en permanence par ce colosse je crois qu'il fait 2 mètres, Isakien, et il fait un super match, le Suédois. On a été dépassé partout. On a eu une possession, on n'a pas su quoi en faire. On n'a pas été dangereux pour un sou. J'ai apprécié Brandt. Ah si, peut-être, tiens. Peut-être que c'est lui. Celui que je retire en tout cas pendant les 75 premières minutes. Enfin, il sera l'heure de jeu, lui. J'ai bien aimé Brandt parce que j'ai trouvé que c'était le seul qui apportait déjà une certaine légèreté au jeu et du lien entre les lignes, en fait. Il était très libre, Brandt, sur le terrain. On le voyait tantôt à gauche, tantôt à droite. Un vrai numéro 10 très, très, très disponible. Il a distribué le jeu plutôt bien, je trouve aussi. Sans doute que lui n'a pas 5. Lui, il doit avoir ça doit être un des gars qui a 3,5, je pense, Brandt. Non, c'est 3,5 qu'ils ont mis à Enmecha. Que tu m'as dit que c'était scandaleux de mettre 3,5 à Enmecha. Je crois qu'il a un 4. Enmecha, c'est compliqué, ouais. Mais voilà, c'est peut-être lui. Tiens, lui, éventuellement, je l'ai trouvé dispo, mais j'ai trouvé en fait beaucoup de moments où, surtout pendant la deuxième période, il y a un moment donné Ben Sebaini qui fait une passe de peut-être 30 mètres pour Svensson qui fait un appel, mais en fait, il répond pas à cet appel. Svensson déclenche l'appel, Ben Sebaini fait la passe, et en fait, Svensson n'y va pas. Et genre, 1 minute après, Kobel fait la même chose et Ryerson fait la même chose. Beaucoup d'erreurs individuelles qui coûtent très très cher. Et à ce niveau, de toute façon, Kovac, ils sont quand même très 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 clairs sur ça. On ne mérite pas de passer l'Atalanta sans avoir été extraordinaire. Bien sûr qu'on peut les féliciter, c'est fort ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas une grande équipe, quoi. On n'a pas vu non plus un ogre en face de nous. C'est qu'individuellement, combien de ballons ont été perdus, quoi. Combien de passes n'ont pas été assurées. Ryerson, s'il n'y a pas de corner, il sert à rien. Après, voilà, il y a eu les entrées. J'ai bien aimé, moi, Chukwuemeka, 60e minute, il rentre. Je l'ai trouvé bas, comme par hasard, tiens. Un poste où on le demande depuis le début de la saison, plus bas sur le terrain. Je l'ai trouvé très bon. Et c'est même lui qui est à l'origine d'une occasion, je crois que c'est celle où Guirassy la met pas par je ne sais quelle sorcellerie. Ah oui. C'est lui. C'est Chukwuemeka qui fait la passe dans l'axe. Ouais, tout à fait. Il fait la passe et sa course, elle transperce vraiment le milieu de terrain. Et Guirassy, je ne sais pas, il n'a pas su quel pied utiliser. Voilà, il a apporté un truc, Chukwuemeka. Donc c'est peut-être voilà, le deuxième. Chukwuemeka, Brandt, on va dire que les meneurs de jeu ont fait le boulot, mais tout le reste de l'effectif, c'est de l'ordre de la faute professionnelle, quoi. Moi, j'ai pas vraiment honte à le dire, et j'inclus Kovac dedans, bien sûr, parce qu'à 3-0, alors déjà, il n'y a pas de changement à la mi-temps. Moi, ça m'en fout. Pas de changement à la mi-temps, ça rend fou. Mais pas de changement non plus jusqu'à 3-0. Et à 3-0, Kovac, c'est en un éclair, il appelle Silva et il appelle Chukwuemeka. C'est trop tard, en fait. Il fallait réagir vraiment, vraiment beaucoup plus tôt. Alors, on peut avoir des regrets sur la tête de Anton et la demi-volée de Brandt au match aller. Ces fameuses 2 occasions qui doivent faire 3-0 et on se déplace un petit peu plus serein. Bergame a peut-être un petit peu moins d'espoir aussi. 3 buts à remonter, c'est pas la même chose que s'il n'y en a que 2 à domicile, entre guillemets. C'est beaucoup de petites choses qui font qu'aujourd'hui, on est un petit club, en fait. Et franchement, le match d'hier l'illustre parfaitement, quoi. Voilà. Je trouve. Ok, bah écoute, non, c'est bien résumé. Bon, on va attaquer du coup le dernier cadre. Donc, on a parlé des changements de Kovac. Donc, il y a quand même ce petit espoir quand même. On a quand même bien fêté le but d'Adeyemi.
Et l'espoir Adeyemi qui marque, il fait quand même une belle rentrée aussi. Oui. Bah, tu le dis, il n'y avait pas d'attaquant en fait, hein, durant le match. Bah En oui. fait, Adeyemi a ramené une petite fraîcheur et un peu plus de rapidité devant. Il a essayé. Bon, il y a toujours ces petits problèmes de faute. Donc voilà, l'espoir et malheureusement le désespoir en toute fin de rencontre. Franck, toi, en plus, comme qui a été arbitre, tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce que toi, tu siffles quand même pénalty. Parce que c'est vrai, pour expliquer la situation, nous, on est à l'autre bout du terrain. Ouais. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit l'attaquant qui est par terre, qui bouge plus et tout. Et après, quand on voit la vidéo, on voit très bien qu'il est bien entaillé, il est en sang. Mais Sebaïn touche quand même un peu le ballon, un peu au ralenti qu'on a regardé, avant que la tête de l'attaquant frappe son pied. T'aurais fait la même décision sur ça? Malheureusement, oui. Parce que c'est pas un geste défensif normal. Après, alors on dit que le joueur met la tête aussi vers le bas. C'est pas naturel non plus. Mais je pense qu'il est moins naturel, c'est le geste de Ben Sebaini, quoi. Et c'est pour ça que j'aurais sifflé penalty aussi, quoi. Je pense que le joueur veut faire une tête qui a l'air beaucoup plus naturelle que le geste de Ben Sebaini, quoi, je dirais. Et il empêche vraiment quand même le joueur de faire cette tête. Et je pense qu'il a pris la bonne décision, honnêtement. D'accord. Voilà. Moi, c'est vrai qu'on voit le ralenti. À vitesse réelle, je dis non. Mais quand j'ai regardé les premiers ralentis, je dis oui. Oui, on voit que l'arbitre, de toute façon, pareil, a réagi un peu pareil, parce qu'il n'a pas tout de suite sifflé, je veux dire, penalty, hein, et donc c'est sur la barre, quoi. Mais je pense que la bonne décision a été prise, malheureusement, quoi, je dirais, quoi. Mais c'est ça. je pense que c'est juste. Hein. Honnêtement, il faut être correct. Avec la revision, si j'avais eu la VAR, les mêmes outils que cet arbitre, j'aurais pris la même décision, quoi, je dirais. En fait, c'est cruel parce que c'est vraiment à la dernière minute, quoi. Il n'y a plus d'espoir derrière. Tu sais qu'il le met, c'est fini. Il ne le met pas, il y a des prolongations. Donc c'est vrai que c'est ça qui, en fait, c'est ce qui fait encore plus mal. Mais quand tu récapitules tout le match, tu te dis, en fait, il mérite en fait de gagner. On ne mérite pas du tout d'aller en prolongation et de finir de cette manière. C'est ça. Avant de parler on a parlé du penalty, mais on a le jeu qu'il y a eu juste avant et Kobel, bordel, dégage-moi ça. Nous, on était prêt. Kylian, il était prêt à faire une reprise de volée dans le Gasteblock si elle arrivait, mais dégage-moi ce ballon, il reste 1 minute. Ouais, alors, celui qui commentait sur Canal, c'était Lolichon, donc l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. Pendant tout le match, il a dénoté pendant 1 ou 2 fois le jeu catastrophique au pied des 2 gardiens, il a dit, hein, des 2 gardiens. Et c'est vrai que Kobel a quand même mis encore la cerise sur le gâteau parce qu'à la fin, on a vraiment vu que son jeu au pied est catastrophique, nullissime, inexistant. Parce que franchement, comme tu dis, Maxime, mais tu vas en R1 ou je sais pas, hein, les championnats actuellement, le gardien te le balance n'importe où, quoi. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas? C'est surtout qu'il reste 1 minute. C'est pas comme si il reste encore 5-6 minutes, je vais relancer propre, on a peut-être encore une occasion. Les occasions, c'est fini. On est parti sur la prolongation, on y va tous ensemble maintenant. Dégage-moi ça. Et puis, ce qui est drôle, c'est que quand on lit un peu ce qu'il dit en conférence, c'est que oui, j'ai dû prendre une décision rapide et claire. En fait, ta décision, elle doit être rapide et déjà prise. Tu dégages, point barre, on n'en parle plus et on reste encore une demi-heure. On serait rentré à 6h du matin. C'est pas grave. Avec la qualif, peut-être. Mais peut-être, voilà, c'est ça. Et quand tu le regardes, au moment même, on le ralentit, tu vois un moment quand il fait le contrôle sur lui, la poitrine, et quand il y a un moment, il s'arrête. Il sait pas quoi faire, quoi, je veux dire, du truc, quoi. Mais je sais pas, il y a même pas à réfléchir. On voit une patate, quoi. On s'en fout où elle va, quoi, je dirais, quoi. Un truc qu'on doit souligner, c'est que les gars se sont entraînés de notre côté à nous. Et à l'échauffement, d'ailleurs, l'échauffement qu'on a trouvé très complet. Alors là, quand il faut être bon à l'échauffement, les gars sont très très bons à l'échauffement. Mais Kobel, il a entraîné son jeu au pied. Franchement, il y avait un ballon sur 2, ça allait en touche. Si je dois être complètement honnête. Hein. Il est pied droit, pied gauche. Alors quand c'est courte distance, voilà, il joue en une touche de balle, il fait un peu le mec et tout.
dès que Mayer et Ostrinski, ils écartent sur les côtés, ça partait en touche, très clairement, les relances de Kobel. Tu nous entends, Franck, ou pas? Oui, Ouais, moi, nous, on t'entend pas. Donc, on va te laisser 30 secondes tout seul. On revient. Il a bugué encore. Ouais, il a bugué. je suis seul. Oh, c'est magnifique. Bon, bah, alors, je vais faire le space tout seul. Non, mes petits amis vont revenir vite fait. Je vais meubler. Donc, de toute façon, il n'y a rien à dire, hein, vu le match. On espère que Maxime, Kylian et Vincent reviennent très, très vite. Hop, c'est bon, tu nous entends? Ouais, et vous? Pareil, nickel. Et puis, on va voir si l'artiste n'est pas encore revenu. Bah, écoute, on va rester à. Oui, mais ça tombe bien, parce que moi, j'avais une question pour Franck. Ah. Franck, tu parlais des mecs qui avaient l'amour du maillot, tout ça. C'est un Ouais. point hyper intéressant. Moi, je me souviens en 2024, Royce et Hummels, les deux ne sont pas finalement pas prolongés parce que ils parlaient entre guillemets trop. Critiquaient Terzic sur son système de jeu et donc pas de prolongation. Merci messieurs pour vos services. Et aujourd'hui, tu as des mecs comme Brandt et Chan qui ferment tout à fait leur gueule. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre pour Brandt et Chan, mais qui n'ont pas la valeur fondamentale de Hummels et Royce. Et eux, par contre, on hésite à les prolonger, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, sur le club aujourd'hui, quoi? Des mecs qui sont moins bons que ceux d'avant, et ceux d'avant, c'était des leaders incontestés du vestiaire, et juste parce qu'ils se permettent de critiquer ton entraîneur en place, le jeu que tu veux mettre en place, parce qu'ils ne sont pas d'accord, tu les dégages, alors que c'est des symboles tellement plus importants que Terzic. Et des mecs comme Brandt et Chan, il suffit juste qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne fassent pas de vagues, et eux, on hésite à leur donner un contrat, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Bah, je vous ai dit, hein, moi, je pense que il y a une ère qui est tournée depuis, je veux dire, le départ des derniers dinosaures. Hein. Et maintenant, on a des joueurs qui, je sais pas, qui sont de passage encore plus et qui sont de passage de plus dans leur cœur et dans leur tête aussi, qui sont, je sais pas, j'ai du mal à comprendre tout ça. Tout le monde est de plus en plus détaché dans tous les clubs, mais chez nous, maintenant, on vient aussi dans la normalité et c'est triste, quoi, je veux dire. Parce que, comme tu dis, Kylian, j'expose le problème Chan il y a 3 ans. On lui dit qu'il devait chercher déjà un autre club et qu'il ne serait pas prolongé. Hein. 3 mois plus tard, au mois de juin, on entend qu'on prolonge Chan et qu'on le nomme capitaine. Alors là, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Comme là, comme ce que tu dis, je ne comprends pas pourquoi on veut prolonger Brandt et qu'on veut prolonger Chan. Et voilà, je ne sais quoi dire, quoi. Je ne comprends plus de toute façon un peu tout ce qui se passe au niveau de la direction, quoi. Au niveau de Watzke et enfin, là on n'entend plus parler parce que mais je ne sais pas ce qui se passe avec Kramer, Ricken et Kehl. Je trouve ça hallucinant, quoi. Qu'on me dise pas que Kehl, il passe son disque en boucle pour dire toujours que le groupe a assez de qualité. Mais non, le groupe n'a pas assez de qualité. C'est indéniable, quoi. Et quand tu vois je veux dire, ce que se permet Chan et Brandt, je veux dire. Excusez-moi, les gars. Non, t'inquiète, Vincent, c'est bon. Moi, je ne sais plus quoi penser de ça, quoi, je veux dire, quoi. Alors, maintenant, on parle de la prolongation de Chan, mais. C'est plus lui qui parle de prolongation que le club, j'ai l'impression. Au mois de janvier, quand ils font le stage, il dit en conférence lors d'une interview, oui, je jouerai encore l'année prochaine au Borussia Dortmund et en grosso modo, je prolongerai. Mais c'est lui qui veut. Peut-être le club ne veut pas plus spécialement que ça, ou peut-être pas au vu ils attendent de voir comment ça se passe sur les prestations jusqu'en fin d'année. Et si les prestations sont... Je pense qu'ils attendent surtout de voir comment va réagir son physique, quoi. Aussi. Mais là, je pense quand maintenant, sur cette période-là, Brandt, je ne sais pas, parce qu'on se dit qu'on ne trouvera pas d'autres joueurs de son calibre, enfin, dans son domaine, quoi. Mais après, si on n'essaye pas sur des jeunes joueurs, pourquoi pas? Mais je veux dire,
Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener Chan et Brandt encore l'année prochaine? Je ne sais pas. Brandt, ça fait 6 années qu'on attend quelque chose qui fasse des prestations, je veux dire, qui soient plus concluantes et surtout plus régulières, quoi. Il ne le fait pas, quoi, je veux dire, je ne sais pas. C'est trop Oui, et tard. puis surtout que Brandt, si pour qu'il soit bon, ça veut dire qu'il faut que tu lui retires le capitanat, tu lui retires le numéro 10 et il reprend son numéro 19. Gars, tu as 30 ans maintenant. Tu es un grand garçon. Donc, soit tu passes le palier, soit tu te casses, en fait. Et il ne le passera jamais, ce palier, Brandt. C'est fini. Il l'aurait Ouais, passé c'est il y a un moment. Le palier a passé, il fallait le prendre quand tu signes à Dortmund, en fait. Est-ce que le Julian Brandt de Dortmund est meilleur que le Julian Brandt de Leverkusen? Je pense Non. pas. Je pense que Non. ils sont très équivalents, en fait, tu vois. Et Brandt, c'est pas un joueur qui a bien vieilli. C'est un joueur, oui, qui est équivalent, qui a une certaine forme de génie sur certaines phases, plus que tous les autres de l'effectif, ça c'est vrai. Mais il te fera jamais gagner un match, en fait, Brandt. Non. Et pour cette raison-là, merci monsieur, et puis voilà, au revoir, c'est tout, quoi. Il était plus régulier à Leverkusen, il était meilleur, quoi. Mais non, je pense. Et Brandt lui-même le sait très bien. Il veut rester à Dortmund. Pourquoi? Parce qu'il va gagner, il va rester dans un niveau salarial élevé. Parce que si par ailleurs, il n'aura même pas le contrat qu'on lui dit et un peu moins, que Dortmund va lui proposer moins, mais ce sera toujours plus qu'ailleurs, quoi. C'est sûr, quoi. Et En fait, c'est la petite île paradis à Dortmund. Je reste parce que j'ai mon petit confort, c'est la petite ville Oui. tranquille, j'ai mon salaire. Pourquoi je vais m'emmerder? Et en fait, je pense que c'est là où le Dortmund et la direction doivent passer un cap. Et quand tu vois d'autres clubs, par exemple le Bayern, t'es plus bon, tu dégages. Je veux dire, dégage. c'est fini. Regardez. C'est le nouveau cap que Dortmund doit prendre. T'es pas bon, tu dégages. Voilà, point barre. Voilà. Regardez ce qu'ils ont fait avec Zule, le Bayern. Ils nous l'ont lâché sans. Enfin, il était en fin de contrat. Mais à la limite, ils auraient pu proposer une prolongation à Zula. Pas du tout. Tu veux aller à Dortmund? Ok, merci, salut. Voilà. Et nous, on l'a pris. Et qu'est-ce que ça donnait? Rien. Voilà. Donc, à un moment. C'est un club qui aime bien faire du social, on dirait. Oui, Un peu trop. Ah, c'est un club socialiste, ouais, sans aucun souci, ouais. On fait vraiment quelquefois dans le bénévolat et dans l'humanitaire. Dans la charité. Dans le biberonnage. Et après, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est que faire preuve d'autant de caractère comme un club comme le Bayern, ça fait pas de nous un club arrogant, ça fait pas de nous un club de tyrans, ça fait pas de nous un mauvais club, ça ferait de nous un club qui tient la route, quoi, un peu plus que les autres, on va dire. Mais je pense que effectivement, le terme a été bien choisi. C'est un cap qu'il faudrait que la direction et le club passent, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est surtout si tu veux gagner des titres. Je veux dire, tout à l'heure, j'étais avec Joël au téléphone et on en parlait. C'est que si tu veux gagner quelque chose, tu dois passer maintenant un cap. Le dernier Master Charles qu'on a gagné, c'est quoi? C'est 2012, si je dis pas de 2012. On est en 2026. On n'a rien. La dernière Pokal, c'est 2021. 2021. Voilà. Donc ça va faire 5 ans aussi. Et la Pokal est entre guillemets la solution la plus rapide et entre guillemets un peu plus simple. J'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est compliqué, mais tu peux réussir. Là, il n'y a rien. Je veux dire, on passe plus le 3e tour de la Pokal en Bundesliga. On va peut-être retrouver notre place de dauphin cette saison, mais ça fait combien de saisons qu'on l'a pas retrouvé non plus? Ouais, il est grand temps de foutre un bon coup de pied dans toute cette fourmilière à Dortmund et de dire maintenant, c'est comme ça et point barre. C'est la révolution que j'attendais depuis le début de la saison. Mais on l'attend chaque été, en fait. Bon, ouais, le mot révolution est un peu fort, mais après, je suis un peu d'accord avec Vincent. Il faut un grand changement. Et je pense qu'il faut un changement, je veux dire, drastique dans l'effectif. J'en suis sûr. Et il faut arrêter de vouloir capitaliser sur des mecs comme Chan, comme des mecs comme Brandt, comme Zule et compagnie et tout ça. Je pense qu'il y a des joueurs jeunes qui en veulent, même sur d'autres clubs. Hein. Alors, regardez à l'époque, je veux dire, quand Klopp vient, il fait venir des joueurs qu'on ne connaît pas. Hein. Je pense qu'il faut peut-être taper sur certains joueurs qui ont les dents longues, qui sont en vent en poupe, mais peut-être dans les divisions inférieures. En D2, il y a des bons joueurs. Et même dans le milieu de tableau de la première Bundesliga, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui sont plein d'avenir. Hein. Il y a un mec comme Martel à Cologne qui est en fin de contrat qu'au milieu de terrain, il pourrait nous faire du bien.
Et il y a plein de joueurs, je suis sûr, qui ont des profils qui veulent jouer. Hein. Quand on fait venir des Schmelzer, des Piszczek, des Subotic, hein, et j'en passe et des meilleurs, hein, je veux dire, ces joueurs n'étaient pas connus. Je veux dire, ok, le foot a changé, mais je pense qu'il y a quand même, je veux dire, au lieu de faire miroboler des contrats, là, des joueurs qui sont là depuis des années et qui, au bout du compte, quand tu regardes toutes les années, qu'est-ce que nous a ramené Brandt? Qu'est-ce que nous a ramené Chan? Ok, Chan fait une bonne saison défenseur central, hein, la saison d'avant, d'accord, rien à dire, mais ça suffit pas, quoi, hein, je veux dire, hein, sur la balance, hein, je veux dire. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et est-ce que Kovac est vraiment l'homme de la situation? On ne sait pas, hein, on en a parlé souvent, quoi. Alors, si tous ces critères ne sont pas à la situation, il faut que notre board prenne les choses en main. Si eux sont à la situation, quoi, je dirais. Oui, Mais c'est bon. ça, c'est revenir un peu aux fondamentaux qui ont fait en fait le Borussia Dortmund et qui l'ont fait grandir à cette époque-là. Donc, mais là, oui, là, on va avoir maintenant, on s'attaque au Brésil, on va avoir un Brésilien et l'autre, c'est Équateur. Équateur, ouais. Voilà. Oui, Pourquoi c'est pas? bien, c'est des jeunes, c'est pourquoi pas, mais Ouais, pourquoi pas? Mais est-ce que ça suffit? Tu as des joueurs, c'est qui de Mainz qui a dit, c'était Amérique qui a dit, hein, qui rêve une fois de jouer pour Dortmund, quoi. Il y a peut-être des mecs qui ont envie de jouer pour nous, quoi. Ça existe encore? Alors, cherchons des joueurs qui ont envie pour jouer pour nous, quoi. Et pas pour leur salaire, quoi, comme certains. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de jouer devant une tribune qui les supporte et compagnie, tout ça. Tous les joueurs qui sont venus en 2012, ils avaient envie de venir jouer dans notre stade, quoi. Prenons une fois des joueurs qui ont envie. Amérique, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Moi, je le prends. Ouais, tout à fait. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs donnons la chance aux joueurs qui ont envie de se décarcasser, quoi. Et qui ont envie de faire quelque chose. Parce que hier soir, il n'y en avait aucun qui avait envie, quoi. Et c'était triste à voir, quoi. Parce que tu ne commences pas un match comme ça. Ça fait longtemps. On a toujours fait des bonnes entames, malgré sous l'air Kovac, mais là, on n'a rien fait du tout, quoi. On balbutiait complètement, quoi, je veux dire, quoi. C'est ça. Donc, bon, du coup, Champions League fini. Objectif huitième de finale non atteint. Parce qu'au final, on sort en phase de poule, hein, même si c'est des playoffs, mais c'est considéré un peu comme encore la phase de poule. Donc, l'objectif pas atteint pour Kovac et pour la direction. Peut-être qu'aussi à partir de samedi, un autre objectif de Meister Schale sera aussi évincé. Donc, en une semaine, on a peut-être perdu tout et on aurait peut-être pu tout gagner. Donc, c'est la décision qu'on a prise. On verra déjà samedi avant de dire ce genre de propos. Mais juste petite remarque, on manque les huitièmes de finale de la Champions League depuis la saison 2021, depuis 2022. Donc, sinon, on était toujours présent à cette époque. Et puis, on connaît un peu les différentes saisons qu'on a eues. Tu veux rajouter quelque chose sur ça? Non, sur la fin, juste, on n'a pas plus d'explications à vous donner sur le rouge de Ben Sebaini, de Schlotterbeck, pardon. Parce que, en fait, nous non plus, moi, je l'ai découvert après le match. On n'a juste vraiment rien vu. Oui. On est un peu suspendu à ce qu'a dit Schlotterbeck, mais bon, on a une version sans avoir l'autre, donc c'est pas très intéressant pour l'instant. Mais bon, a priori, c'est un rouge parce qu'il aurait fait un geste d'humeur envers le banc de l'Atalanta. Lui, il décrit ça comme étant une simple invitation à se rasseoir. Voilà, moi j'aurais aimé voir en fait ce qu'a dit l'arbitre de touche qui est allé rapporter les faits à l'arbitre central, qui donne aussi un rouge à un mec de l'Atalanta. Donc il y a eu double rouge. C'est ça qui est surprenant en fait, c'est pourquoi les deux prennent rouge, ces deux-là. Donc, et puis c'est même pas un jaune, quoi, c'est rouge cash. Donc tu dis c'est quelque chose de un peu plus grave. Il y a rien qui en est sorti, sans doute rien n'en sortira en fait. Donc, mais bon, nous de là où on était, on n'a absolument rien vu. Et puis pour Ben Sebaini, en fait, ce qui est cruel à la fin, parce que le pénalty est logique, le deuxième jaune aussi, même si tu enlèves le sang, on va dire, du visage du mec. C'est ça qui fait que c'est impressionnant en soi, mais même sans le sang, pour moi, il y a penalty aussi, bien sûr. Ce qui est cruel, c'est que ça s'abat sur lui encore une fois, quoi. Parce que déjà, premier but, il tacle et en fait, il enlève le ballon de Svensson qui aurait été en capacité de le dégager. Et Svensson, il est en mode, mais putain, t'es trop con, en fait. J'aurais clairement pu le dégager. Kobel comprend pas ce qui s'est passé non plus. Le deuxième but, il le contre alors que Kobel était clairement sur la trajectoire.
alors que pourtant, bon, il fait un geste de défenseur. Et puis voilà, 4e but, le geste, effectivement, il s'est inventé une nouvelle articulation parce que c'est pas possible de faire une aile de pigeon inversée comme il l'a fait. Et puis voilà, et donc 2e jaune, expulsion, ça ressemble à ce qui s'appelle le pire match d'une carrière en pro. Ça y ressemble au pire moment parce que c'est un gars qui a toujours été hyper fiable depuis un an en fait. Si on est un peu sérieux, à cette période-là, l'année dernière, Schlotterbeck se blesse, il faut un mec pour le remplacer et depuis, il a toujours donné satisfaction. J'ai trouvé qu'en dehors de ces 3 grosses erreurs qui coûtent beaucoup, c'était un des seuls aussi qui avait un jeu vraiment vertical, qui a essayé de porter le jeu vers l'avant. Je pense que c'est une mauvaise chose de s'acharner sur lui. J'ai vu des choses qui sont inqualifiable sur des réseaux de supporters, de groupes de fans de Dortmund. Il n'y a pas de mots. Et voilà, ça ressemble effectivement à une des pires soirées qu'on peut vivre en tant que supporter. Il y a eu un traumatisme à la fin du match. Franchement, avec Max, on est resté à regarder dans le vide pendant longtemps. Hein. Mais parce que qu'est-ce qui vient de se passer? Ça fait partie aussi de la vie d'un supporter engagé, investi, bien sûr. J'ai rien à dire de plus sur ce match-là, mais ce souvenir-là, en tout cas, de cette période de ce déplacement à Bergame, nécessairement, il restera doux amer à tout jamais, quoi. Voilà. Mais par contre, excusez-moi, quand même, juste une question. Alors, vous allez peut-être pas avoir la réponse, hein, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver à ce fiasco sur ce match-là, mis à part une très très mauvaise gestion et une faute professionnelle de Kovac? Peut-être on a pris le match un peu à la légère, hein, de dire bon, c'est bon, on gagne. Comment on sait faire? C'est bon, on gagne 1-0, on gagne 2-0, on a le temps et tout. Mais sauf qu'en fait, les mecs en face, c'était 11 chiens, quoi. Ils avaient la dalle. Ils ont dit on ne perd que 2-0, on s'en fout, on va y aller. Et sur le but de Scamacca, je ne sais pas si tu avais vu la célébration, il va vers la caméra, il fait ça, et il s'en va en courant, tu vois, de dire vous inquiétez pas, on est là, on va le faire. Et en fait, eux, ils avaient l'envie, ils avaient envie de se qualifier, ils avaient envie d'aller plus loin. Nous, il n'y avait pas cette impression. Ouais, la réalité, c'est que Scamacca, 5e minute, il marque. C'est le pire timing pour marquer parce que d'un coup, tu redonnes espoir à tout un peuple, là où Dortmund était venu pour éteindre tout cet espoir-là. Et Scamacca, il marque après avoir exploité la faille principale de l'équipe. C'est la zone droite où Ruerzon ne défend pas et Chan n'est pas apte à jouer le match. Donc forcément, il joue un 2 contre 1 dans une zone où il n'y a aucun de nos 2 joueurs qui sait défendre. Scamacca marque, il y a 1-0. À partir de là, c'est l'escalade en fait. Et ça ne s'arrête jamais finalement. Et en fait, pour moi, le fiasco, il est aussi dû au fait que l'Atalanta a su emballer le match. Un peu de la même façon que nous, au retour, après avoir pris une branlée à Barcelone, on rend le match retour complètement fou avec une mi-temps où il y a 3-0 ou 2-0 à la mi-temps. Pour autant, il s'est passé qu'une semaine entre-temps et le Barça n'avait pas perdu ses jambes entre-temps. C'est juste que l'équipe à domicile qui reçoit en retour, qui a une remontada à faire, ils reviennent le couteau entre les dents. Et de toute façon, il n'y a rien à perdre en fait. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre, l'Atalanta, à jouer résolument offensif? Rien du tout. Donc ils sont venus et puis voilà, ils ont exploité la faiblesse principale que Kovac leur a servi sur un plateau d'argent. Et de là, ça s'est juste jamais arrêté et les mecs se sont fait déborder de tous les côtés. Franchement, dans tous les secteurs du jeu, il n'y a pas un gars qui a gagné son duel parce que c'était encore 3-4-3 contre 3-4-3. Il n'y a pas un gars qui a été meilleur que son vis-à-vis. Donc dès lors, la sentence, elle est irrévocable en fait. Voilà, terminé. 4-1, vous êtes éliminé et puis vous l'avez mérité en plus. Ouais. Plutôt d'accord. La sanction est irrévocable. La tribu de l'Atalanta a décidé de vous éliminer. Et ça a été ça. Alors, juste vous avez totalement raison. Comme a dit, l'Atalanta, ils n'avaient rien à perdre. Ils se sont dit, c'est 2-0. Il faut qu'on fasse un match plein. Ils l'ont fait. Je veux dire, comme a dit Kylian, rien d'extraordinaire. Mais eux, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Ils ont essayé de faire le maximum de ce qu'ils avaient. Ils l'ont produit, tant mieux. Sur le premier but, vous regardez, Chan est trop haut, Ryerson est trop haut. Et Anton est trop bas dans la couverture. Donc, il y a un gros trou à droite, terrible. Et ils en profitent après, quoi, je veux dire. Le deuxième but, je pense. Alors,
aussi sur le premier. Je pense que Svensson doit dire quelque chose à Bensebaini, doit lui dire quelque chose. Laisse, c'est moi qui est mieux positionné. Il n'y a pas de communication. Pareil sur le deuxième but, il n'y a pas de communication entre Keubel et Bensebaini. J'ai l'impression que dans cette équipe, il n'y avait pas de communication. Quoi, je veux dire, c'est terrible. Quoi, je veux dire. On peut dire sur le quatrième but aussi, à la limite, il n'y a pas de communication. Voilà. En tout cas, voilà, on est éliminé. Ça va être, je veux dire, très lourd de conséquences financièrement. Et je pense que sur le prochain mercato aussi, ça va, je pense, engendrer des départs qui n'auraient peut-être pas été prévus, mais qu'il faudra faire, quoi, je veux dire. Bah, après, il peut y avoir encore une qualification pour la Ligue des Champions prochaine. Ça, Pour le oui. moment, on est. Le problème, c'est que là, tu perds, je veux dire, tu t'engranges pas l'argent que tu aurais pu engranger sur un huitième de finale, quoi, je veux dire. Ah oui, Ça ah, fait- oui, oui, C'était oui, 11 millions, hein, quand même. Après, Ouais. oui. Pardon, ça oui. pourrait être un Donc, petit jeune. La ou seule un- chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut vendre notre cuisine à 11 millions. Voilà, à la Ouais. limite. Ça fera du bien, à la limite. Parce que quand on a vu le reportage, putain, je me demande où ils ont mis 11 millions. Hein, mais bon, l'inox doit être cher. Voilà, mais bon. Enfin, voilà, mais on n'est pas dans les objectifs. Hein, donc, n'oubliez pas que l'année dernière, on était en quart de finale. Et là, cette année, éliminé, c'est les tours préliminaires. Quoi, hein, donc, C'est ça, même c'est pas- les playoffs. Voilà, même pas qualifié dans la phase finale. Quoi. La phase finale va arriver là maintenant. Quoi, je veux dire. Voilà, et puis on se rappelle que Kovac disait jouer les playoffs, c'est pas un problème aussi. On se rappelle ça. Donc Voilà. voilà, Et on peut encore parler, je veux dire, on aurait pu être en huitième de finale directement si on n'avait pas fait une gestion catastrophique déjà contre Bodo Glimt. Hein. On n'a pas joué les 2 derniers matchs et compagnie. On peut dire beaucoup de choses, quoi, je veux dire. Donc, il y a certaines personnes qui doivent se regarder dans une glace parce que si cette qualification n'est pas arrivée, je pense qu'il y a bien des responsables, quoi, je veux dire. Quoi. Voilà. c'est clair. C'est vrai, et personnellement, je vais monter ma page Bodo Glimt France, puisque la Ligue des Champions sera à suivre sur cette page-là et pas sur celle de Max. Donc, si vous voulez voilà, suivre le club norvégien que j'ai fait connaître moi seul en France, en fait, parce que tout découle de moi à la fin, ça sera sur Bodo Glimt France qui a sorti l'Inter, on le rappelle. Voilà. Ouais, Donc, j'ai regardé le match, bravo à eux, parce que Oui. qu'on me dise pas que c'est qu'une seule performance. Ils viennent quand même d'aligner 5 matchs, hein, où, je veux dire, ils battent des grands d'Europe. City, l'Atlético, l'Inter, ils font match nul avec nous. Et une double confrontation de l'Inter. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Et surtout, c'est un foot qui est propre, qui est simple, qui est structuré, qui est organisé et qui est beau à voir. Franchement, chapeau à eux. Et tu sais, Franck, oui. J'étais avec Max quand j'ai vu, la dernière fois qu'un club hors top 5 européen a fait une telle performance contre des clubs top 5 européens, donc 2 nuls et 4 victoires du coup maintenant, ça remonte à 50 ans et c'était l'Ajax de Johan Cruyff. Imagine la performance de Bodo Glimt. Et peut-être c'est pas fini encore. Hein. Peut-être c'est pas fini. c'est pas fini. L'équipe qui va les avoir en huitième de finale, je ne sais pas qui risque de jouer. Sporting ou City? Ouais, City, d'après moi, ils doivent trembler, quoi. Hein, je veux dire, parce que c'est une épine, hein, je veux dire. Hein, donc voilà. Et ça peut être la surprise. Hein. Ah, bien sûr. Ça va être un bon match à suivre, ouais. C'est le club qui peut rafraîchir un peu cette compétition, qui peut me dire que voilà, que le fric ne fait pas tout. Et ce serait bien pour le foot. Et hier soir, j'ai aussi vu une Juve à 10 se battre. Hein, bon, à la fin, ça n'a pas paillé, mais c'était pas loin. Parce qu'à un moment, 3-0, ils n'étaient pas loin du 4, hein, je veux dire, à 10, hein, alors qu'ils menaient 1-0 quand ils étaient à 11, mais après, ils étaient à 10. Ils se sont battus, quoi. Mais ce que j'ai vu hier soir, chez nous, il n'y a pas eu de révolte. Il y a eu une révolte juste pendant le but d'Adémi. Quand il y a eu les entrées, à un moment de Choupo-Menka et compagnie, j'y croyais un peu. Après, je me suis dit, vu notre prestation pendant 70 minutes, est-ce qu'on mérite vraiment quelque chose, quoi. Mais bon, on va dire que voilà. Et d'ailleurs, en parlant de l'argent ne fait pas tout, une dernière chose pour clôturer l'Atalanta, puisqu'on ne parlera plus de l'Atalanta pendant un certain temps a priori. L'Atalanta, c'est un salaire, une masse salariale 2 fois inférieure à celle de Dortmund. Hein. Quand même, ça place la performance. Hein. Et puis
puisqu'on a parlé du Bayern, Dortmund, c'est 2 fois moins. Il y a autant de différence avec Dortmund et le Bayern, finalement. Donc, l'Atalanta, il n'y a pas l'excuse de l'argent. On a plus d'argent qu'eux, en fait. Voilà. Mais bon, plus d'envie des joueurs. Exactement. Ouais, c'est ce que je dis toujours à un moment, vous savez, c'est 11 joueurs contre 11. Hein. Ils ont tous 2 jambes, 2 bras et une tête. Après, c'est dans la tête que ça se joue, je veux dire, psychologiquement et dans l'envie. On va voir samedi si les nôtres ont envie, quoi. On verra bien. De toute façon, tu regardes Bordeaux, je veux dire, tu vas pas me dire que Bordeaux, ils ont une meilleure équipe que l'Inter. Je veux dire, l'Inter était censé se qualifier. Et Bordeaux joue collectivement, joue ensemble. Et même à un moment, c'était magnifique à voir. C'est Barcelone ou quoi qui joue. C'est extraordinaire. C'est un bloc équipe qui est vraiment beau à voir parce qu'ils jouent tous les uns pour les autres. C'est ce que faisait Dortmund en 2012. On joue tous les uns pour les autres. Et nous, actuellement, on joue tous les uns contre les autres. On ne joue pas. Et voilà. Et le foot, c'est ça le collectif. Combien de clubs ont remarqué que empiler des joueurs, le PSG, ça ne sert à rien d'empiler des stars, ça ne fait pas un collectif. Une fois que vous trouvez un amalgame, une alchimie et un collectif, c'est ce qu'a Bordeaux, hein, vous le voyez, ils se battent les uns pour les autres, quoi. Et c'est vraiment beau à voir parce que ce que j'ai vu contre l'Inter, franchement, ils ont donné une leçon de foot. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que leur championnat est terminé. Ils ne jouent pas en plus en ce moment. Ils sont en pause, quoi. Ils n'ont que la Ligue des Champions à jouer. Ils vont recommencer au mois de mars, si j'ai bien vu, hein, Kylian, Ouais. hein, si je dis pas de conneries. Dans 2 semaines. Parce qu'à force que Kylian m'affecte de Bordeaux Glimt, je m'intéresse à ce club. Déjà, il est en jaune, donc c'est une très belle couleur. Et franchement, ça va être le truc qui m'a réconcilié avec le foot ces derniers temps, c'est de voir cette fraîcheur, quoi. Et ça fait plaisir, quoi, je veux dire, franchement. Ouais. Et moi, je leur souhaite le meilleur. Soyons fous. Je veux dire, j'espère qu'ils peuvent arriver au bout. Ce serait une belle leçon d'humilité et de football. Et sait-on jamais. On va les suivre. Oui, on va suivre un peu ça. De toute façon, on ne peut plus nous suivre, nous. Alors, on va bien suivre l'acteur pour européen. Quoi. Et nous, allez, on tire le rideau et à l'année prochaine. Voilà. Bon, on reparlera quand même de la Ligue des Champions en fin de saison quand on fera un peu l'analyse complète de la saison et surtout la deuxième partie. Mais voilà. Écoutez, on finit avec le dernier sujet. Donc, là, c'était l'Atalanta Bergame. Là, c'est un ogre qui arrive dans la roue et à Dortmund. Bon, le Bayern Munich. Donc, Bayern Munich, on ne va pas faire une présentation du club. Tout le monde connaît le Bayern. Moi, je vais juste vous donner quelques chiffres depuis le début de saison. 19 victoires, 3 nuls, une défaite. Leader depuis la première journée jusqu'à la 23e. En fait, ils n'ont pas bougé. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Bundesliga d'avoir un club qui a fini champion. Oui. Le Bayern l'a déjà fait, je crois. Le Bayern l'a déjà fait. Bon. Ouais, mais c'est le Bayern qui l'a déjà fait. Voilà, donc oui, donc ça ne changera pas grand-chose. 8 points d'écart entre les deux équipes, donc on l'a dit tout à l'heure. Ce résultat va sceller certaines choses, soit relancer le championnat, soit potentiellement ficeler le championnat et on attendra le mois de mai avec grande impatience, à part exception, mais je pense qu'on n'y croit pas. 138 matchs entre les deux équipes, 35 victoires pour Dortmund, 33 nuls et 70 défaites. Donc, largement en faveur du Bayern. 5 derniers matchs qui se sont joués à Dortmund, 3 défaites, 2 nuls pour le Borussia Dortmund. Donc, il n'y a pas de victoire en attente. Vincent Kompany, on ne va pas le présenter non plus, mais qui fait du jeu et un grand entraîneur au Bayern Munich, système 4-2-3-1. Je vous donne juste une stat, 92 matchs, 69 victoires, 12 nuls, 11 défaites, avec une moyenne de 2,38 points. Grande classe. Franck, du coup, le Bayern ? Voilà, on a fait un Bayern qui aurait cru à la méthode Kompany quand il a pris les rênes. Hein. Moi, le premier, non. J'avais dit que ça avait été une grande erreur. On avait même, c'était en plus leur troisième ou quatrième choix. Hein, donc, voilà. Bon, on affronte un ogre avec 2 joueurs qui sont stratosphériques, surtout un
Kane, quand vous voyez ses statistiques, c'est magnifique, quoi, hein. Je veux dire, c'est l'avant-centre. Et surtout que lui, il est partout, hein, au milieu, devant, et il marque, il est là, il est présent. Olysée, au niveau des passes décisives, qui est aussi stratosphérique. Et bon, sur toutes les lignes, ils ont des joueurs qui sont très bons, quoi, hein, je veux dire. Là, le petit point faible, la blessure de Neuer et Jonas Hœbry, je ne suis pas sûr que c'est un gardien qui va faire le taf. Ça peut être le talon d'Achille du Bayern, où il faudra peut-être en profiter. Je l'espère. Je ne sais pas comment nos Youngs vont réagir après une telle déconvenue, une telle catastrophe. J'espère de la meilleure des manières. Je ne sais pas. J'ai mis beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas comment va se présenter notre équipe, hein, en tous les cas, mais ça va être compliqué. Mais comme dit, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est le moment de montrer que le Bayern n'est pas. Augsbourg l'a fait, alors pourquoi Dortmund ne peut pas le faire, quoi, hein, je dirais. Mais il faudra vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, quoi. Surtout beaucoup d'envie, quoi. Je pense que footballistiquement, on ne pourra pas rivaliser avec eux, mais dans l'envie, dans le combat physique, peut-être, quoi. Mais alors là, il faudra vraiment montrer qu'on est des guerriers, quoi. C'est clair qu'il ne faudra pas faire la même prestation que contre Bergame, surtout en première période, parce que c'est pas 2-0, ça au moins 4-0 minimum. Alors, il y a un petit avantage, on joue chez nous. On va voir comment va réagir le public, je veux dire, par rapport à la prestation de hier, quoi. En tout cas, je sais que nous, on y sera. J'ai une grosse tristesse de ne pas qu'on ne soit pas accompagné de Vincent et de Joël. Nos deux amis sont retenus par des inventaires professionnels. Ça me fait mal au cœur. Parce que je crois que la journée aurait été encore plus belle, quoi. Donc, j'aurais vraiment une grosse pensée pour Vincent et pour Joël, quoi. Samedi, quand on sera au stade, on va en profiter. Nous, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait le résultat, je sais qu'on va passer une journée magnifique et qu'on prolongera. Mais ça ne regarde que nous. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais oui, après, qu'importe le résultat, juste de toute façon. Nous, Kylian et moi, on vient peu souvent déjà au stade à Dortmund. Donc, voilà, on perd, qu'on gagne, on s'en fout. On a vécu ce moment, on est content d'être là et d'avoir partagé déjà l'expérience avec des amis. Et puis en plus d'être là dans le stade, ça nous fait toujours plaisir. Je ne veux pas te remuer le couteau dans la plaie, Vincent. Je sais que ça te peine un peu de pas être là. Mais voilà, comme l'a dit Franck, hein, on aura une pensée aussi pour toi. Et si y a la victoire, on te la dédicacera rien que pour toi. Mais voilà, bon, le Bayern, ça risque d'être compliqué, hein. Ouais, déjà avant de parler brièvement de la rencontre, parce que la rencontre c'est vraiment le genre de rencontre qui me fait un petit peu peur, mais déjà c'est vrai que c'est pas que Dortmund, enfin c'est pas que le club, c'est l'endroit qui me tient. C'est un des rares endroits où je me sens le plus chez moi, même dans mon propre appartement, je me sens pas aussi bien que là-bas. Mais bizarrement, le fait de vous savoir tous les trois là-bas, et puis bon, il y a aussi le fait que je vous retrouve le lendemain, ça m'apaise beaucoup. Donc, et je suis encore une fois très fier et très content que vous puissiez faire le déplacement. C'est vrai que ça aurait été encore mieux si j'avais pu y assister, et même en compagnie de Joël. Et en tout cas, quand on passe un match avec Franck, c'est une journée inoubliable et c'est surtout très 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 enrichissant. Et donc forcément la saveur elle est bien meilleure. Mais quand on passe aussi avec Joël, on passe des moments drôles. Surtout avec moi, c'est difficile de ne pas passer un moment drôle, surtout quand j'ai bu 2 bières. Mais oui, moi en tout cas, je sais que je vais penser très très fort à vous. Je vais essayer de finir avant 18h30, que je puisse au moins voir la rencontre, hein, parce que si je peux pas y assister, moi il est hors de question que je loupe le match. Ça va être un match très très difficile. Moi, ce qui me fait peur, parce que j'ai pas forcément envie de encore une fois de dramatiser, ce qui me fait peur, c'est surtout le moral des joueurs après la non-qualification pour les huitièmes. Surtout qu'on aurait pu éventuellement potentiellement, je veux dire,
les retrouver, hein, le Bayern. Hein. Ça aurait pu être, malgré un 8e de finale de Ligue des Champions, ça aurait pas été pareil pour qu'un match de Bundesliga. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intensif et on aurait montré un visage beaucoup plus conquérant, en tout cas. Surtout que c'est une phase à élimination directe en plus. Hein. Donc, moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est un peu le moral des joueurs. L'accueil aussi des supporters. Je pense qu'ils sont autant déçus que moi. Donc forcément, et ils vont être beaucoup plus hargneux parce qu'ils seront sur place. Hein. Après, bon, vous, ça sera quand même différent parce que on n'a malheureusement pas la chance d'aller voir forcément tous les matchs, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Moi, j'attends de mon côté une équipe qui va encore une fois, j'ai l'impression de me répéter des fois, j'ai l'impression de m'avoir répété souvent en ce moment, un sursaut d'orgueil, faire plaisir à ses fans. Pas oublier qu'il y ait des gens qui aient fait des kilomètres pour venir les voir jusqu'en Italie. Pas oublier qu'il y a des fans qui supportent cette équipe à chaque match, malgré leur piètre prestation par moment. Toutes ces choses négatives, je pense qu'il faut que Dortmund regarde ça, enfin les joueurs regardent ça en face et se battent pour nous et pour aussi l'avenir du club dans les prochaines compétitions, parce que ça va forcément jouer sur la qualification pour les compétitions européennes aussi, même si on n'est pas mal loti. J'attends un super match de notre déformé. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que ouais, l'accueil est à double tranchant. Après, je pense que si tu accueilles tes joueurs avec des sifflets, des grondements et tout, Ouais. les mecs ont déjà une pression énorme sur le dos parce qu'ils jouent le Bayern et c'est une cocotte minute ils sont prêts à exploser. Je pense que non, au contraire, faudra les encourager et les pousser dès le début et même lors de l'échauffement. Après, voilà, tout va dépendre de la prestation et de la manière. C'est clair que si c'est la même prestation que l'Atalanta et tout, j'ai bien peur qu'au coup de sifflet final, va falloir foutre les boules caisses parce que ça va siffler dignement. Mais voilà, ça on verra un peu. Mais en tout cas, on sera là pour les supporter dès la première minute et on fera une analyse à la fin du match. Kylian, je pense que tu as des stats et en fait les stats, le Bayern il domine l'Europe, l'univers et la galaxie quoi, en ce moment. Ouais, c'est la première équipe de l'univers et tout dans tous les clubs. En fait, je me suis pas arrêté à la Bundesliga pour les stats parce que ils sont premiers dans tout, donc c'est pas intéressant. Mais du coup, je les ai comparés avec les 95 autres équipes de l'élite professionnelle, enfin dans le top 5 européen. Savoir où ils se placent, par exemple, face au Barça, face à Paris, face à Arsenal, face à l'Inter. Là, c'était beaucoup plus intéressant parce que Franck a parlé de Kane et de Olysée. Bah, c'est simple, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur d'Europe. Personne ne fait mieux. Kane est à 28 et Olysée est à 16. Il n'y a personne d'autre dans les 4 autres grands championnats qui fait mieux que ces deux-là. Maintenant, c'est aussi l'équipe qui a le meilleur ratio points par match joué. On est à 2,6. C'est extraterrestre comme résultat. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts aussi. 85 buts marqués en championnat, en 23 matchs de championnat. Il y a ça aussi qui compte. La deuxième équipe, c'est le Barça avec 67. Ils sont loin. Ils sont très, très, très loin du Bayern. C'est la 6e meilleure défense d'Europe aussi. Ils n'ont encaissé que 21 buts. 21 buts seulement. Donc, il y a des équipes qui font un petit peu mieux. Malgré tout, le Bayern encaisse du but, encaisse un but, mais bon, l'idée c'est qu'ils en mettent 4, donc forcément les points s'accumulent, et c'est aussi la plus grosse différence de buts d'Europe, plus 64, alors ça nous fait rire à chaque fois qu'on regarde le classement, mais plus 64, il faut se rendre compte de la performance. En numéro 2, c'est le Barça, il y a plus 42. Il y a un univers d'écart entre le Bayern et le reste de l'Europe cette année, et même si on va dans les chiffres un petit peu plus avancés, quand je regardais le nombre de tirs cadrés, c'est l'équipe qui a cadré le plus de tirs d'Europe,
205. Le numéro 2, c'est le Barça, avec 186. Donc, encore une fois, c'est quand même loin derrière. Et en plus de ça, c'est aussi l'équipe qui a subi le moins de tirs cadrés d'Europe. Seulement 54 devant Paris. Donc, dès lors, ça montre une défense infaillible, ça montre une attaque qui est intraitable, ça montre un collectif qui est tellement abouti que c'est un football d'une autre dimension. Ils sont franchement pas loin d'être imprenables, quoi. Augsbourg a fait un exploit monumental en venant battre le Bayern. Mainz aussi. À la fin, Franck a raison, ça reste du 11 contre 11 quoi qu'il arrive. Mais moi, ce que je vois, c'est que le 11 titulaire du Bayern, c'est que des mecs qui sont cadres titulaires dans leur équipe nationale. Que des mecs qui sont cruciaux pour leur pays. À Dortmund, c'est pas le cas. À Dortmund, c'est que des mecs qui se battent pour être pris peut-être pour la Coupe du Monde, qui sont titulaires, mais depuis quelque chose de très récent. Alors, Neuer est blessé, effectivement. Davies est blessé aussi. Et Leimer est annoncé blessé, mais je pense qu'il est plus incertain que blessé. Mais honnêtement, hein, même sans Davies, même sans Leimer, même sans Neuer, je vois pas de faille dans ce Bayern Munich. Donc, je m'attends à rien. Pour moi, ça va faire 0-4 ou 0-5. Mais si je dois être honnête, c'est pas très important. Le championnat, il est déjà plié. Ce qui est le plus important, c'est de venir voir Franck avec Max et puis de voir Joël et Vincent le lendemain. Ça, c'est important. Je me faisais des idées pour Bergame. C'est une grosse déception. Si on prend une branlée contre le Bayern, je connais le stade de Dortmund aussi, ce sera une ambiance très différente. Il y aura du positif à tirer pour moi personnellement, mais sûrement très très peu pour Dortmund à la fin du match. Hein. Ouais, carrément, c'est clair. Voilà. Donc une belle conclusion sur ça. Donc voilà. Donc on va juste finir avec le petit classement. Donc c'est vrai que je vous l'ai pas mis parce que alors la 5G à Bergame, c'est la merde. C'était à l'image de la prestation, mais voilà, c'est pour ça que je suis désolé pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, le mien et ceux des Galiches aussi. J'ai rien pu vous mettre après derrière parce qu'au moment où ça s'est rempli, après ça marchait pas. Donc on a essayé de leur mettre un petit partenariat avec Vodafone pour l'année prochaine, mais après à voir. Donc bon, ça sera mieux à Dortmund. On aura un peu plus de 5G pour mettre quelques petites vidéos et photos sur place. Donc du coup au niveau du classement, donc on avait fait Kylian, hein, je crois que petite. J'avais fait 8, ouais, mais peut-être que si j'avais fait 11, on aurait gagné. Peut-être aussi. Donc voilà, Kylian qui a fait un petit 8 points. Je crois qu'après Joël, c'était quoi déjà? Tac, tac. Vincent Joël, Franck, Maxime 10 points et Vincent 9 points. Donc Joël te rattrape. Ouais. J'étais resté gentleman pour pas que tu me pètes la gueule ce soir, mais je t'ai toujours laissé leader. Ouais, Joël, il peut me tutoyer maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, et Vincent derrière avec. Vincent, on s'est retrouvés tous les deux, 164 points. Et puis Franck qui ferme la marche. Mais voilà, qui lâche pas l'affaire, qui ira jusqu'au bout et au pire il aura le trophée d'honneur pour la cuillère en bois. La cuillère en bois. N'oublions pas que je suis le seul à pas avoir fait de perfect. Hein. C'est vrai aussi. Vas-tu réussir avant la fin de saison? Ouais. Alors qu'il connaît des gens qui organisent les entraînements du club. Franck, il a plus d'infos que nous, mais non. Mais voilà. Bon, écoutez, merci les gars, merci Franck et Vincent, merci aussi Kylian parce que maintenant on va manger, ça il se fait faim. Et puis Franck, on se voit demain, du coup vers l'entour de 21h. Et puis nous, Vincent, on se voit dimanche pour passer cette journée tous ensemble. Merci encore à ceux qui étaient présents sur le chat avec Jean, avec Joël, et puis il y avait aussi Bruno. Après c'est un peu bugué, donc voilà. Merci. On se retrouve lundi, pas dimanche. Et oui, et du coup on se retrouvera bien sûr pour le débrief lundi à 20h. Et tu seras encore à mes côtés avant de reprendre la route vers où le vent te mènera. A priori, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux, mais ça ne sera pas en péniche, Vincent, cette fois-ci. Il change de locomotion.
donc voilà, passez une bonne soirée et puis, bah, nous à demain. Et puis comme on dit en Allemagne, Tschüss. tschüss! Tschüss.